Christophe sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver sur votre radio comme d'habitude, votre émission de référence. C'est tous les jours de 16h à 18h et ça commence maintenant avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, pour discuter de plein de sujets aujourd'hui qui vont vous occuper bien entendu. Voici le programme. Elle a été élue la semaine dernière à la tête des Républicains, Valérie Pécresse, qui a fait une remontée spectaculaire dans les sondages. Est-ce un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ? On se posera la question tout à l'heure avec nos débatteurs. Et nous parlerons aussi de cette visite très discrète, visite de Jean-Yves Le Drian, en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères est venu en Algérie, reçu par son homologue, mais aussi par le président Tebboune, qui est venu donc cette semaine, et j'aurai l'occasion d'interroger dans quelques instants un spécialiste du Maghreb, un journaliste qui a fait d'ailleurs un excellent article dans l'Opinion aujourd'hui. Il s'appelle Pascal Hérault. Il sera avec nous dans un instant pour nous donner un petit peu son regard suite à son article évidemment de ce qui se passe au travers des relations franco-algériennes. Et puis vous le savez, depuis mercredi on a lancé la grande opération Et si nous faisions notre programme. Nous avons décidé de ne plus être spectateurs mais de passer au statut acteur. Et vous allez ainsi, et comme d'habitude, pouvoir nous proposer et nous faire vos propositions. Et elles seront probablement, l'une d'entre elles, en tout cas, retenues par nos débatteurs du jour. Ils ont cette lourde tâche, cette lourde responsabilité. Ainsi, nous allons pouvoir y construire notre programme au travers vos propositions. Celle d'hier, c'est interdiction pour toute personne ayant été condamnée, soit dans le cadre de leur fonction ou d'appel à la haine, de ne pas pouvoir se présenter à une élection. Voilà, ça c'est ce qui a été proposé hier. Et avant-hier, c'est le droit de vote pour tous les résidents étrangers à toutes les élections. Voilà 2 propositions qui ont été faites depuis 2 jours. La 3e, vous la découvrirez tout à l'heure, évidemment, et c'est vous qui allez pouvoir agir et nous proposer vos propositions pour cette présidentielle. Vous allez pouvoir pendant quelques minutes, être candidat à cette élection. Et mesdames et mesdemoiselles, j'aimerais que vous vous réveilliez pour que vous puissiez vous aussi nous faire vos propositions. Il n'y a pas de sujet tabou, immigration, insécurité, également pouvoir d'achat, économie, affaires étrangères, voilà, tout ce que comporte finalement le rôle d'un président. C'est parti pour le LGF, bienvenue à tous, tout un programme. Le Grand Forum, Christophe Roux, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. C'est ce qui s'appelle arriver à l'heure. Mais alors pile à l'heure, Bouriaki. Moi je suis là depuis 3 minutes. Ah oui, monsieur Mami, il est là depuis 3 minutes, voilà. Ah bah d'accord. Non, 3 minutes avant. Il est fou. Je suis sauvé, moi, je me suis sauvé. Bonsoir, monsieur Bouriaki. Bonjour. Bonsoir. Bon, ça va ? Ouais, je suis. Ouais, ça va, dis-moi, ça va. Bon, monsieur Tarek Mami, parce que le vendredi c'est Mamie. Voilà, exactement, le vendredi Bonjour, c'est cher Mamie. Christophe, bonjour à tous. Tarek. Bonjour à tous. Voilà, une belle émission en perspective, évidemment, sur France Maghreb 2. Et pour mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais on a la levée d'écrou de quelqu'un qui arrive, donc on vérifie que c'est bien la bonne date, le bon lieu, tout ça. Voilà. Ah, j'étais à l'hôpital et donc. Ah ouais ? Ils t'ont pas gardé ? Ils voulaient me garder, mais moi j'ai dit c'est pas possible, il y a le LGF. Alors, comment commencer une belle émission ? Par un petit quiz. On va voir s'il est encore. Nabil qui est là, il est fort. Ouais, Nabil, viens mon Nabil, viens. Il a même pris le micro. Ouais. Direct. Vous voulez que je me mette là ? Non, moi je me mets là, mais. Vas-y, faites vos affaires. Non, mais je fais mes affaires justement tous les vendredis, je viens. Je trouve que l'installation du studio a changé pendant une semaine. Ouais. Et donc je suis obligé de remettre de l'ordre. C'est pour faire ça, mais c'est fait exprès pour faire râler le patron. Quand les ça. chats ne sont pas là, voilà, les souris dansent. Alors c'est parti pour le quiz des amis, on y va. Le quiz. Ah, vous avez tout mis dans le jingle. Vous avez l'argent à France Maghreb 2.
Qu'est-ce que tu crois, toi? C'est qui est derrière? On m'a dit qu'il y avait les Qataris là. C'est vrai ou pas? Oui, il y a les Qataris, les Émiratis et les Saoudiens. Et un peu de Français. Ils sont restés à la porte alors. Un peu les Français. Un peu. Voilà. Première question. Vas-y. Quel écrivain français Avec refuse... mamie. Non. Non, ça marche pas. Quel écrivain français refuse le prix Nobel de littérature en 1964? Camus? Non. Prévert, Non. Non, non, non. Rimbaud. Non. Non, non, il est mort il y a un siècle. J'en sais rien. C'est pas un écrivain, Rimbaud. Et puis un il est poète. mort il y a un siècle. Alors. Quel écrivain? Jean-Paul Sartre? Oui, Jean-Paul Sartre. Bonne réponse. Je Eh procède ben. par élimination. Hein. Bah oui, non mais Qui pas il est Il en d'élimination. faisait quoi? Il en faisait quoi? Prix Nobel de littérature. De littérature. Il y a un prix Nobel de littérature. Oui, monsieur. Bah oui. Ah Bah il oui. y en a bien aujourd'hui quelques-uns, pas chez les écolos mais chez les autres, qui refusent la Légion d'honneur. Ouais. Ouais. Bah, non, mais chez nous, on ne lui la donne C'est pas le prix, donc c'est pas le prix Il nous Concours. la donne pas. Concours. Non, non, Goncourt, Ça a rien à voir. c'est le Goncourt. petit chez le français. Ah, ça a rien à Nobel, voir. c'est à l'international. Deuxième question. Combien de contaminations au variant Omicron ont été confirmées en France selon Santé publique France? 62 000 Tu Non, parles de mais non. de- Non, fou, c'est attends, pas mais fou, ça, là. 300 000 Mais non. Non, 102. Ah, Non. 52 Non, plus. 62. 75 115. 75 62. Alors attendez, je vais juste 75. prendre un numéro de chacun comme ça. 75 Voilà. Alors 75 pour Philippe, 62 pour Tarek et toi tu dis combien Nabil? 69, tiens, entre les deux. Eh bien c'est Tarek qui a la bonne réponse, 59 personnes sont confirmées. Tous les Il a matins pas dit avant 59, il a dit 62 Oui mais c'est celui qui se C'est rapproche plus le plus proche. près. Voilà, Ah, sinon on va pas en oh là finir. là là là. C'est pas juste prix ici Philippe Bah, Bouraki. si, bah, Voilà, c'est un malade. 2-0 pour Tarek Mami et paf. Voilà. Je cherche l'inventeur de la dynamite. Oui. Mais Monsieur Dynamite. Non, non. Non. Et le prix Nobel de littérature aussi, il est mort en C'est 1896. Monsieur Nobel. Monsieur Nobel, C'est lui. Alfred Nobel. C'est lui Oh qui, là 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 après là. avoir inventé la dynamite qui a tout Exactement. dynamité, pour se donner bonne conscience, il a fait, comme Bill Gates, une fondation. Exactement. Quel chanteur de rap a été placé en garde à vue pour Il y en a eu une tellement. affaire de viol sur mineur de moins de 15 ans? Il y en a eu tellement. Oui, Non. oui. Oui, vous l'avez. Oui, Oui, je l'ai, mais il est mais il est- SMSH. Non, 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 il est il- pas dans le rap. oui. Il est Non, pas dans le rap, c'est bah l'autre, non. le nageur. Amiel, Non. Mais Amiel. non, n'importe quoi. Il est pas dans le rap, lui. Si, si, il est dans le rap. Il a été dans le rap. On n'entend plus parler aujourd'hui. Il a été même un soutien de Sarkozy. Oui, tout tout ça. à fait. C'est Faudel. Non. Non, l'autre, c'est le petit jeune, très brun. Non. Merde. Non, mais je le vois. Je Mon vois. papa, moi. eh, Ah, non, Stomy, Stomy, Stomy. mais non, non, c'est Non, même pas c'est- ça. Bah alors, J'ai- c'est- Excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est pas ça, mais non. C'est quoi? Attends, laisse-moi. Doc Attends, Gynéco. Doc Gynéco. Tarek. Voilà, Tarek. Tarek. Ouais. Il a été, Tarek. alors il a été remis en liberté depuis après 9 heures d'audition. Non, mais parce C'est Doc qu'il y Gynéco. a un autre qui n'est pas dans le rap. Ouais. Il C'est est- Amiel. Oui, non, mais- non, non, Le c'est nageur. Non, c'est un autre encore. Oui, il y en a plein en ce moment. C'est Et la mode. puis il y a Pierre Ménès là qui est en garde Oui, à vue. Pierre pour, Ménès. pour expliquer pourquoi il Puis veut il y a le toucher, gynécologue aussi. pourquoi il veut toucher Y a qui les hôtesses quand il va au Gynécologue. PSG quoi. Ah, bah, Ouais. Alors, eh bien, Tarek fait un sans faute hein, pour l'instant. 4-0. Je cherche un militaire. Non, 4. Je cherche un militaire et dictateur chilien mort en 2006. Pinochet. Pinochet. Ah bah, je vous Bonne le laisse. réponse. Ah, mais c'est- Il est mort à l'âge de c'est mieux quand je le dis, 91 ans. c'est mieux de me le laisser. Il est énorme, mais je vous le laisse. Il D'accord, marque son ok. point de Bouriaki. Quel ancien nageur et double champion olympique Amiel. Anienne. Oui, a Voilà, été placé voilà, en garde à voilà, vue voilà. pour des accusations lui, de Double viol et d'agression sexuelle Son sur mineur. mineur de moins de 15 ans. Ouais. Il est toujours en garde à vue d'ailleurs. Hein. Oui. Yannick Aniel, pardon. 2-0-2 pardon pour Bouriaki, 4 pour Tarek. Attention, dernière question. Je cherche Je vous Un la laisse, acteur. donc, 4-3. un Ouais, acteur, producteur et animateur d'émissions sur France Inter de 1965 à 2008. Il est mort en 2013. Il a même été celui qui a créé... Boulevard Non, non, Non. celui qui a créé Interville, les- Interville, non Mais non, celui qui a créé... À demain, si vous le voulez bien. Celui qui a créé les Francopholies de La Rochelle. Ah oui. Voilà, Ouais, ouais. un grand monsieur. Ouais, oui, un grand monsieur. Bah allez-y. Acteur, animateur, Allez-y, producteur. dites-moi. Je vais vous donner un autre indice. Guilux. Non. je vais vous Mais donner ils ne le un autre connaissent pas, je indice. suis sûr. Ils sont Ah, pas non, morts. je vais vous donner un autre indice. Ouais. Il a installé des studios sur les Champs-Élysées dans le grand magasin Carrefour où il recevait tous les chanteurs de France. C'est vous dire que je connais, mais le nom m'échappe. Il n'y a pas de Carrefour. Sa je bague. Non, pas Carrefour, ça. C'est Virgin Megastore. Oui, c'est ça. Voilà. Drugstore. Et il avait installé, lui. Nous, on avait installé l'émission des Ramadans le soir et lui, il a installé le studio là-bas. Mais j'ai oublié son nom. Un grand monsieur, Oh, oui. Jean-Louis. Robert. Non, non, non. Jean-Louis Etienne. Non. Non, Ah, Jean-Louis. déjà. Franco, pas non, Franco, non. Jean-Louis Foulquier. Foulquier. Ah oui, Ouais, bah, bon, c'est vrai. bah Non, voilà. Non, mais Je je vois, connais j'ai- pas du tout. Et je peux même vous dire que je l'ai rencontré à plusieurs reprises Un grand monsieur. et que j'ai échangé avec lui à Radio France et justement au Drugstore.
Ouais. Quand même. 4-2, 4-2, 5-2. 5-2. Bah 5-2. Ouais, 4,5-2. Ouais, non, 5-2. 5-2. Quoi 5-2? Mais non, pas du tout. Mais si, Non, mais 5-2, 4-2. Il y a 4-2, 4-2, c'est 4-2, tout. 5-2. 4,5. Il a dit Fouquier, je vous ai dit. Oui, 4,5. Bon, alors, 4-2. Allez, dans un instant, le zapping, les enfants, avant que nous intéressions et nous revenions. Merci, mon Nabil. De rien, juste pour informer qu'on joue la 11e minute, Tunisie Ah oui. 0, Oman 0 pour l'instant. Nabil, Le match de quart ce que de je te finale. propose, c'est que tu restes et que tu Ah bah, t'as nous malade, tiennes au toi. courant du match. Ok. Alors, très important, ce match, c'est le quart des finales de la Coupe arabe qui se déroule au Qatar. Oui. Et c'est la Tunisie qui joue contre Oman. Oman. Et pour l'instant, 0-0. Voilà, c'est ça. Et gros match Et- demain soir. Hein. Donc il y a Algérie-Égypte. Non. Non. Algérie, Demain, Maroc. Non, Algérie-Maroc. Demain Voilà. soir à 20h. Demain soir. Tunisie. Ceux-là, ils Oman. jouent. En ce Voilà. moment. Après, il y a À deux 20h. autres matchs. Qatar, Émirats Arabes Qatar, Unis. Émirats. Non, mais pas Émirats. Si, Qatar, si, Émirats. Qatar, Émirats. Voilà. va être chaud, Et Qatar, ensuite, Émirats. demain, Hein. 16h, c'est Égypte. Ça va Et s'embrouiller. Égypte contre qui Jordanie. Millions de dollars. Égypte, pour le- Jordanie. Hein. Ils vont Ouais. se prendre Oh, des les liasses millions de de billets, dollars. Qatar et Émirats. Ouais, c'est ça. En tout cas, le gros match, c'est À base de Algérie. Maroc. Rolex, à base de collier d'or, à base de Breitling. Vous avez le droit à la moitié de ça. Alors, en Non, tout Non, cas- non, je veux un vrai truc à manger. Vous êtes sérieux. Et j'ai fait Alors- mourir à l'hôpital. alors, Moi, je prends ça à 17h. dans un instant, le zapping ouais. et après, nous reviendrons sur la visite très discrète du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est parti à Alger. Il a été reçu par son homologue Bah oui. Ramtan Lamamra et aussi Monsieur Tebboune. Il a passé 2 heures avec. Ouais. Ah. Et nous serons avec aussi le journaliste spécialiste du Maghreb qui a fait un excellent article dans l'Opinion. Mais je sais que vous lisez pas les Mais journaux. si. chez les Je écolos. lis que Mediapart. Non, Ouais. mais c'est C'est l'Opinion. c'est l'opinion de ce matin. Superbe article. Oh, vous m'avez tué l'oreille là. Désolé. Une opinion, évidemment, c'était c'est ce matin et on sera avec lui. C'est Pascal Hérault, journaliste qui nous donnera un petit peu son regard sur la situation du moment à suivre dans le LGF. Soyez les bienvenus et n'oubliez pas tout à l'heure à 17h30. Eh bien, si nous faisions notre programme, le LGF en mode présidentiel, auditrices, auditeurs, mais les auditrices n'ont pas été très présentes, je le regrette un peu, et je suis sûr que vous avez plein de choses à nous proposer. Voilà, tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou, et si nous faisions notre programme, et Tarek et Philippe auront la lourde tâche de choisir Oh là. une des propositions qui seront faites aujourd'hui, tout à l'heure, en fin d'émission. Je vous rappelle les 2 premières. Première, mercredi, c'est le droit de vote pour tous les résidents étrangers pour toutes les élections, et hier, interdiction pour toute personne ayant été condamnée dans le cadre de leur fonction ou d'appel à la haine de pouvoir se présenter à une élection. Ça, voilà, 2 propositions, choc, phare, que évidemment nous soumettrons aux candidats que nous aurons l'occasion d'interroger durant la campagne électorale, qui commence quand d'ailleurs? Février? Ouais, février. Oui, début mars, Ouais. 1er mars. Ouais, voilà. Alors, Après la primaire de la gauche et des écologistes. qui aura lieu ou pas? Je sais pas, mais je crois qu'ils sont tous morts là. Alors, on Ça a y est. posé la question à qui Jean-Luc Mélenchon ce matin. Ouais. Le journaliste lui dit: est-ce que vous allez participer? Il a dit non, pourquoi? Voilà, Ouais. non, Oui, pourquoi? Les écolos ont dit non. Ouais, tout le monde a dit non. Jadot a dit non. Mais Voilà. par contre, Montebourg, Mais il a fait un bon Montebourg, coup. il a dit quoi aujourd'hui? Il a dit: je vais tous les appeler et Ouais, essayer c'est de les ce qu'il a fait. convaincre. Mais il Voilà. tournait que Voilà. sur les répondeurs, il y a personne qui a décroché. Je te jure, non, mais sérieux, il les a appelés. Tu vas sur le Twitter d'Arnaud de Montebourg, Ouais. et tu vois, il a appelé tout le monde, et donc il leur laisse le même message, faut qu'on s'appelle, amitié, machin, Ouais. etc. En fait, il y a eu une tentative de rencontre début juin, une autre en septembre, mais ça a tourné au nom de Boudin. Monsieur Jadot ayant clairement déclaré: moi, je me suis déjà retiré une fois, donc c'est aux autres de se retirer maintenant. Et puis, ce qui va être beau, cher Christophe, c'est qu'on va, de mémoire, le 19 juillet, peut-être qu'on ira même à Bruxelles, vous et moi, parce que le président de la République ira Ou la présidente. au Conseil européen. Ou la Ouais, présidente. la présidente. Le président actuel, M. Macron. Bah non, pas le 19 juillet. Le 19 juillet. janvier, Ah, excusez-moi. d'accord, bah, il fait peur. Parce Et que... il va en tant que Sinon, président- vous êtes en train de nous vendre un scoop comme quoi il va être élu. Ah c'est ben, ça. lui, et pour moi, il est déjà élu. Non. Alors attendez, on en parlera tout Ah, à non, l'heure mais justement. Juste un truc. Ouais. Et donc, il y aura en face de lui 2 députés français, Ouais. notamment M. Jadot, qui auront le droit de lui poser une question. D'accord. Ouais, Ouais, ça va ouais. être intéressant ça. Bon, restez avec nous dans un instant. Le zapping qui va revenir sur cette déclaration de Roselyne Bachelot. Un petit tour par l'émission d'hier de Éric Zemmour. Vous savez qu'elle a battu son record d'audience. 3 Qui millions ça de téléspectateurs hier soir. Comme ça. Ouais. Et pour l'émission Élysée 2022 sur France 2, l'émission politique qui Alors, recevait c'est Zemmour. super, parce Voilà. que sur les 3 millions, moi qui suis journaliste, qui suis tout ça, je n'avais ni l'information avant, ni pendant, ni maintenant. Merci Christophe de m'informer. Bah, je vous en prie. Et il a même débattu, vous savez avec qui? Normalement, c'était avec le ministre de Samia l'économie. Ghali. Voilà. Ouais, alors juste, moi je me suis farci de l'émission parce qu'il fallait que je travaille quand même un peu. Vous avez Hein, le dans le droit. cadre de mon travail. Hein. Oui, oui. Et bon, bah, c'est Éric Zemmour. Même s'il n'a pas été très bon, le maire,
a quand même prouvé que Zemmour n'y connaît rien du tout en économie. Et par contre, ce que je peux regretter, c'est la mauvaise prestation de Samia Ghali, qui a pas pris un bon angle et un bon axe vis-à-vis de Zemmour. Voilà, allez vous faire votre propre opinion, mais moi j'ai pas vraiment apprécié la prestation de Samia Ghali. Pourtant c'est une battante, pourtant c'est quelqu'un qui a du caractère, etc. Et voilà, face à Zemmour, elle a pas su faire le point. Parce que c'est un grand débatteur, quoi qu'on en dise. Et puis donc, pour l'économie, il a eu le ministre d'économie. Oui. Et vous entendrez d'ailleurs dans le zapping un moment de tension assez palpable entre les deux tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, le maire est pas très bon en débat, mais pour le coup, il a su quand même prouver que Zemmour est vraiment naze en économie. Franchement, à part l'immigration, l'insécurité, l'islam et le Maghreb, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. À tout de suite, restez avec nous. Le LGF est l'émission de référence avec Tarek Mami en ce vendredi avec Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France, écologie. Ouais, écologiste. Écologiste, ouais. Voilà. Ils sont avec nous évidemment les amis et on va pouvoir tout à l'heure choisir une des propositions parce que... Soit agrandir le pull, soit... Ouais, alors voilà, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau taille, Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Ah, on peut le dire ou pas? Bah oui, bien sûr. Alors attendez, je vais faire comme Jade. Alors il est là, le iPhone 24. Alors non, j'ai eu un super beau t-shirt de l'équipe nationale algérienne de rugby. Ouais. Avec un gros sponsor devant qu'on ne dira pas, mais taille XL, mais je... Ouais, faudra que tu maigrisses un peu là. Non, ou agrandir le t-shirt quand même. Ouais. Et puis j'ai eu aussi un beau porte-clés, mais avec un ballon de rugby. Ouais. Ovale donc. Hein? Ovale. Ovale, Ouais. c'est ça. Ballon c'est ovale. ça. Hein. Ballon ovale. Et il y a marqué rugby algérienne. Il n'y a pas Voilà. marqué rugby algérien, il y a marqué rugby algérienne. Et je précise que en ce moment le match entre la Tunisie Non, et c'est marqué Fédération de rugby, Ah Fédération algérienne de rugby. voilà, mais il sait pas lire, vous inquiétez Donc, pas. on ne sait pas lire, on va aller Voilà. voir. Ah, mais c'est non, ça. sans mes lunettes, je pouvais pas lire ça. Ouais, ouais, Fédération c'est ça. Mais je suis algérienne stressé. But Monsieur de la Mani, Tunisie, les amis. But de la Tunisie dans le c'est match. qui a à la marqué 59e minute. Je suis le malin, c'est qui a marqué? Contre Oman. Voilà, c'est ça, contre Oman. Et donc la qualification pour les quarts de finale semble bien partie pour la Tunisie. Ce profil, et on vous tiendra au courant évidemment de ce match qui se joue en ce moment même au Qatar. Et demain soir, le gros match Algérie-Maroc à 20h. Avec C'est une parti. dernière info intox, Ouais, c'est que la CAN prévue au Cameroun en janvier, ouais. peut-être qu'elle serait déplacée Quoi? au Qatar. C'est la dernière intox qui tourne sur tous les réseaux sociaux ce matin. Alors c'est pas franchement une intox, c'est une information qui circule effectivement depuis quelques jours. Ouais. Mais c'est confirmé voilà. par personne. Ouais, c'est confirmé par personne. On a eu à rencontrer, en parler d'ailleurs il y a 2 jours, Tarek, Oui, voilà, avec quelqu'un qu'on connaît bien tout à fait. et qu'on salue d'ailleurs. Et effectivement, ça pourrait se profiler, mais bon, on Bah, verra sauf ça. que Ce il sera pas le même faudrait- climat. Hein. Sauf qu'il faudrait changer le Qatar pour le rentrer dans le continent africain, Ouais, ou alors faire le Tour de vélo de France en Australie. ouais. Parce Bon. qu'il y a quand même des logiques, c'est la Cannes. Dans la Cannes, il y a Afrique. Bah oui, Et c'est le ça. Qatar n'est pas en Afrique. Il est en Asie. Jusqu'à ça normal, va. jusqu'à maintenant, Moi, oui, je c'est tiens pas à en dire Afrique. au président du Qatar, j'ai rien à voir avec ça. J'adore le Qatar. Alors, par contre, je j'aime vous le rappelle Qatar. que le Paris-Dakar commence toujours à Paris, Ne finit jamais à Dakar. mais finit donc dans l'Amérique du Sud. Il s'appelle C'est toujours ça. Paris-Dakar. Et là, il n'y a personne qui dit rien. Tout le monde Ouais. il applaudit en plus. Quoi qu'il commence même plus à Paris, il passe même plus en France maintenant, le Paris-Dakar. C'est parti pour le zapping. Allez, on a du boulot, les gars. Ça aussi, c'est un jingle. Avec, pour commencer ce zapping, Roselyne Bachelot, invitée de Bourdin ce matin, elle a fait cette déclaration concernant la guerre d'Algérie. Écoutez. Et la réponse du Bourdin est Voyez-vous, complètement- je crois que ce qui est très intéressant, il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. Oui. C'est exactement la décision que j'ai prise par un arrêté qui fait que j'ouvre en avance les archives nationales, puisque je suis la ministre des Là, archives. vous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance. Alors, il y a deux accès dans cette information. Oui.
Il y a un petit clin d'œil à Éric Zemmour. Oui. Et puis surtout, est-ce que ça va aussi avec ce qui s'est passé, la visite de Le Drian à Alger? Probablement, mais par contre, je rajoute la réponse de Bourdin. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, cher Christophe. Non. Elle vous fait tomber par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Et lui dit, vous craignez pas que l'ouverture de ces archives peuvent indiquer que l'armée française a torturé. Ah oui. Donc Louis, ça c'est le crainte. Mais elle lui a dit oui, mais ça tout le monde le sait déjà. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut saluer cette décision, Philippe Bouriaki? Si je disais non, je mentirais. Bien sûr qu'il faut saluer la décision de l'ouverture des archives, de toutes les archives. Il faut maintenant regarder l'histoire en face, laisser aussi des historiens travailler dessus, tu vois, qui puissent regrouper avec les informations qu'ils ont de part et d'autre. La seule chose qui me dérange, mais je veux pas être le type, tu sais, moi je suis pas un opposant à personne, je suis un constructeur. Et la seule chose qui me dérange, c'est que effectivement, ça arrive à un moment trouble entre la France et l'Algérie, enfin entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. On peut considérer cela comme un geste? Comme un grand geste, évidemment, mais est-ce que c'est pas un geste électoraliste parce qu'on sait que la diaspora et les gens issus d'origine algérienne sont très attachés à leur pays d'origine, et puis surtout, n'oublie pas que lorsque tu leur as fait un affront, ça peut se traduire dans les urnes. Et donc, si c'est abus électoraliste, je trouve ça dommageable. Mais évidemment, si toutes les archives sont ouvertes, mais vraiment toutes, aucune n'est occultée, et qu'on n'a pas pris le soin de faire le nettoyage de certaines autres avant, ouais, bien sûr qu'il faut le saluer. Tarek Mami, on salue cette décision? Oui, alors avec deux compléments. Le premier, donc je suis d'accord sur la chute de ce que dit M. Bouriaki. Et la deuxième, c'est le timing un peu difficile. Mais la troisième, la plus importante, cher Philippe, on n'ouvre pas toutes les archives. Oui. On va ouvrir les archives relatives aux actions de la gendarmerie et de la police. Donc, en quelque sorte, les arrestations. Alors, je vous promets, cher Christophe, que pour la fin de l'année, nous diffuserons une ou deux bandes son qui viennent toutes deux de Belgique. La première du roi, la première, c'est qu'il dit que les Belges d'origine étrangère sont nos frères. Et la deuxième, il dit, sans reconnaître ce que nous avions fait, nous ne pouvons pas construire une nouvelle mémoire ensemble collective. Et la France y vient. La Belgique avait une grande colonie en Afrique. La France en avait plusieurs. Congo. Et l'Algérie pour la France, c'est énorme. Parce qu'il y a aussi le retour de Pieds Noirs, de Harki, et donc la blessure est encore plus importante. Et donc c'est très très difficile pour le pouvoir français. Ouais. Ils aiment bien cette expression quand ils parlent d'Algérie, le pouvoir algérien. Donc pour le pouvoir français, c'est très difficile d'aller vers ce chemin. Ça tatillonne, quoi. Ouais. Alors la grande question, le grand scoop, est-ce que Emmanuel Macron sera candidat à cette élection présidentielle? La question lui a été posée hier lors de la conférence de presse. Voici sa réponse, très ironique. Super, ça Par ailleurs, je me fais le porte-voix de plusieurs de mes confrères. Serez-vous candidat à la prochaine élection présidentielle? Merci. Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour, mais je veux simplement vous dire, mais c'est normal que vous la posiez, je le respecte tout à fait, je le prends très bien. D'abord, je le prends comme un signe d'affection, un désir caché, presque un appel. Presque un appel, incroyable, monsieur Macron. Ouais, un désir caché, un appel. Bon, Alors, il a d'humour, hein. Oui, il y a eu deux fois la question. À la fin, la toute dernière question de la conférence de presse ou l'avant-dernière, elle répond autrement. Et il dit, vous êtes en train de m'inviter à me présenter aux élections. Je suis là pour parler d'Europe. Donc il a fait beaucoup d'humour sur cette question. Et il a fait une longue introduction dans laquelle donc, il a exposé ce qu'il souhaite faire pour l'Europe. Et il a terminé par dire, bien sûr, vous pourrez me poser quelques questions en politique intérieure, mais en quelque sorte, je ne suis pas obligé de tout répondre. Alors, il y en a un qui a posé une question qui s'appelle Aziza, un journaliste Lui, communautariste, oui. qui a utilisé des mots très forts en parlant de Éric Zemmour. Voici la réponse du président de la République, Emmanuel Macron, sur Éric Zemmour. Quand les vents mauvais reviennent et se lèvent, il est légitime qu'il y ait des choix démocratiques et que toutes les voix s'expriment. Mais le rôle de nos institutions
et de tenir le pays là où il doit être. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire. Voilà, il a eu l'occasion d'ailleurs de le dire précédemment lors de son séjour à Vichy, notamment à propos de Éric Zemmour. On sent que d'ailleurs, il a choisi son adversaire, Emmanuel Macron, c'est Éric Zemmour. Non, c'est pas ça qui va être, de toute façon. Ça sera Valérie Pécresse, ça c'est clair et oui, précis. mais pour l'heure, là, il semble avoir choisi son adversaire. Non, là-dessus, mais tu vois, il dit ni au racisme, ni à l'antisémitisme. Il oublie de dire l'islamophobie. D'ailleurs, jamais personne ne parle d'islamophobie, mais il y a une réelle islamophobie en France, qui est en plus alimentée par les extrêmes et surtout bien montée en épingle par le camp de Zemmour. On voit que... Et Madame Ciotti Pécresse aussi, hein. Oui, bah oui. Madame Ciotti Pécresse, faut pas l'oublier non plus. Madame Ciotti Pécresse. Oui, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Et elle a dit, je prends une partie de ce programme. Donc maintenant, nous, on l'appelle Madame Pécresse Ciotti ou Ciotti Pécresse. Oui. Partie, elle va pas prendre le truc le plus vénère de... Ouais. Alors, hier soir à la télé avait lieu l'émission Élysée 2022. C'est l'émission politique de France 2. Ça doit être la première du jour, alors. Ouais, c'est ça, qui a été lancée hier Et soir. comme par hasard, on commence par... Éric Zemmour, effectivement, qui était l'invité, qui, durant cette émission, avait à débattre avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Pourquoi pas... Bah écoutez, c'est pas comme bien, ça, je sais pas moi. Russell. Et voici un petit peu le moment gênant et palpable de tension entre les deux hommes. Écoutez, donc Éric Zemmour, Bruno Le Maire. Monsieur Zemmour, je suis désolé, je demande que vous interrompiez. Monsieur le maire m'interrompt tout le temps. Mais vous aussi vous l'interrompez, mais Monsieur le maire, monsieur le maire, pour m'interrompre sans demander l'aide de la excusez-moi, respectez l'adversaire. Mais je vous respecte. Non, vous ne respectez pas, vous m'interrompez tout le temps. Vous ne me laissez pas, ma démonstration. Allez-y, Éric Zemmour termine. Donc je dis bien. Mais je note que vous avez besoin du soutien des Salamé pour m'interrompre. Excusez-moi, c'est leur travail. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Deuxièmement, sur le Bataclan. Vous savez, monsieur je n'ai jamais dit, pardonnez-moi, monsieur le maire, quand on veut être président de la République, on respecte les hommes et les femmes qui vous parlent. Mais moi, je vous respecte, je ne vous interromps pas. C'est vous qui ne me respectez pas, vous m'interrompez. Vous avez dit... Je ne suis pas un âne. Voilà, je ne suis pas un âne, lui a répondu Bruno Le Maire hier à Zemmour. Bon, voilà. Ça vous donne envie de regarder ? Non. D'accord, très bien. Alors, est-ce que... Et je vais vous faire même une confidence, chers auditrices, chers auditeurs. Au vu de cet extrait, je ne regrette pas de ne pas avoir eu l'info et de ne pas avoir vu cette émission. Alors, la grande question, et ça c'est pour reprendre un petit peu les gros moments de cette émission dans le passé sur France 2, vous savez que ça se termine toujours par un sondage pour savoir si le candidat ou l'invité a été convaincant. Est-ce qu'il a été convaincant, Éric Zemmour ? Ben, voici la réponse. 62% des sympathisants LR vous ont trouvé convaincant, 84% des sympathisants du Rassemblement national, et à l'inverse, 19 ou 20% seulement des sympathisants de gauche. Donc la performance globale, elle est médiocre eu égard à ce qu'on voit pour d'autres personnalités, mais par rapport aux catégories dont je suppose que ce sont celles que vous ciblez en priorité, vous avez été convaincant, notamment chez ces sympathisants de droite et d'extrême droite. Je vous remercie de l'honnêteté de votre commentaire. Ce sont les données. Voilà, ça c'était pour la partie est-ce qu'il a été convaincant ? Bah, chez les sympathisants LR et du Rassemblement national, oui. Bon, évidemment, rien de nouveau sur le... J'ai une idée à vous proposer, M. Boyaki. Ouais. On peut faire un tweet pour proposer à la droite de faire une primaire ? L'extrême droite, les trois, là. Non. Ah bon, on la propose comme Mme Hidalgo, qu'ils fassent une primaire, et comme ça, ils auront un candidat, puisqu'ils sont d'accord sur tout, en gros. Non, je suis pas d'accord que... Ah bon, il n'est pas d'accord. Donc on fera pas le tweet. Enfin, que Zemmour et Le Pen sont à peu près d'accord sur tout, ouais, je pense qu'ils devraient faire une primaire entre eux. Ça, c'est leur problème. Donc il faut une primaire déjà à droite. Ouais, mais je suis pas sûr que Mme Pécresse, elle soit sur... Je proposerai mon idée à monsieur le maire de Béziers. À Robert Ménard, d'accord. Je précise que cette émission a battu un record d'audience. Vous savez que les émissions politiques peinent à marcher le jeudi soir, c'est très dur. Et là, ils ont quand même fait un record avec 3 millions de téléspectateurs pour Éric Zemmour. Donc, Zemmour, c'est du spectacle et ça marche à la télé, visiblement. Ah bah oui, non, c'est clair. Voilà, ça marche. Non, mais d'ailleurs, Cyril Hanouna, qui lance son émission politique la semaine prochaine, recevra Hanouna. Recevra Zemmour, pardon. Comme premier invité, l'émission s'appelle Face à Baba. Voilà. Donc, c'est super. Ça devrait être drôle avec Hanouna. Ouais, je sais pas. Si. C'est du niveau de la politique aujourd'hui. Pour faire de la provocation, j'ai dit dans ce pays,
on aurait pu avoir Tariq Ramadan avec ou sans problème président de la République. Il suffisait. Oula. Et il suffisait. Vous avez craqué Tariq Ramadan? Non, il suffisait de le mettre sur CNews pendant 3 ans, tout seul, avec des gens qu'on lui amène qui l'écrasent, et il va se faire un tel truc, et puis il va arranger son discours par rapport à ce que les Français aiment d'un côté et de l'autre, et au bout de 3 ans, il est candidat à la présidentielle, il gagne. Bon, non, il va pas gagner. Valérie Pécresse va lui siphonner une grande partie. on en parlera. Arrête de spolier. Dans un instant, on parle de ce qui s'est passé cette semaine à Alger. La visite surprise, discrète de Jean-Yves Le Drian. Votre regard, votre analyse, celle du journaliste Pascal Hérault aussi. Et vous, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Bouriaki, Tarek Mami. Je promets qu'ils vont rester sages jusqu'à la fin, c'est sûr. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, le LGF qui suit le match en ce moment entre la Tunisie et Oman. Ça se passe au Qatar et c'est dans le cadre des quarts des 8e de finale, c'est ça? C'est les 8e? Non, c'est quart. Les quarts? Nabil, c'est les quarts ou les quarts? Les quarts. Quart de finale, d'accord. Tunisie, Oman pour l'instant, toujours la Tunisie qui mène 1-0, évidemment. 36e minute. 36e minute. Donc voilà, on n'est pas encore à la mi-temps. Donc 1-0, ça semble bien parti pour une qualification. Non pas en quart comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en demi. Ouais, voilà, puisqu'ils sont en quart. Donc après les quarts c'est demi, après demi c'est la finale. Donc on pourrait avoir soit un Tunisie-Algérie ou un Tunisie-Maroc alors, selon le vainqueur. Ou l'Égypte, parce qu'il reste encore il reste 8 équipes aujourd'hui. Oui, tu sais ça. Il reste plus. 16. Non, il reste 4 matchs. Non, 8. 8 équipes. 8 équipes. Voilà. C'est ça, 8 équipes. On voit mais ils sont pas dans la même poule. Nabil. Oui. Si la Tunisie gagne. Oui. Elle rencontre qui après? Elle rencontre soit l'Égypte, soit la Jordanie. Voilà. Soit l'Égypte, soit la Jordanie. Ouais. Voilà. Et ce soir, il y a un Qatar Émirats Arabes Unis. Et le vainqueur rencontrera soit l'Algérie ou le Maroc. Tout à fait. Ok, j'ai compris. C'est bon. Oh là là, Qatar Émirats Arabes Unis. Ouais, ça serait magnifique. Les voitures sur le parking, ta tête. Effectivement. La moins chère, elle coûte 1,5 million de dollars. Quoi? La moins chère des voitures. Mais elles sont électriques ou pas? Ah ben, elles sont tout. Au solaire, hydrogène. Bon, allez, un peu de sérieux. On va parler maintenant de ce qui s'est passé à Alger. Tarek Mami, Philippe Bourrequet, mes auditrices, auditeurs. C'est la visite surprise et discrète de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, qui est parti donc à Alger rencontrer son homologue Ramtan Lamamra et le président Abdelmadjid Tebboune, avec qui il s'est entretenu pendant 2 heures. Là, on sent que la France, elle est inquiète par rapport à la dégradation des relations algéro-françaises, Tarek Mami. Alors, elle est doublement inquiète parce qu'en fait, ce qu'elle craint, c'est 2 choses à la fois. Cette dégradation des relations France-Algérie et surtout la dégradation des relations Maroc-Algérie. Et elle craint un déclenchement non pas d'une guerre, mais d'une guéguerre en pleine campagne électorale française. Et la France, quelle position elle va prendre, soutenir l'un, soutenir l'autre, et surtout, malheureusement, donc la population franco-maghrébine d'origine marocaine ou algérienne, comment elle va se comporter. Donc, très nombreuse d'ailleurs, hein, les Algériens et les Marocains. Oui. Et donc, ce voyage on ne reste pas 2 heures à parler avec un président de la République pour lui dire bonjour monsieur, comment ça va, votre femme, votre fille. Voilà, tu ne parles pas de la femme et de la fille déjà. Voilà, votre beau-frère. Non, ils ont dû rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et j'ai écouté, moi, par contre, l'intervention du ministre français des Affaires étrangères, M. Le Drian, sur le pas donc, de la présidence algérienne. Et je peux vous dire que les mots étaient sous-pesés et que le mot était sur un papier et il n'y avait pas d'improvisation, contrairement à d'habitude. Et surtout, il y avait le ministre algérien, M. Lamamra, à la gauche, mais un pas derrière. Visage ferme, visage ferme. Oui, visage ferme. Et surtout un pas en arrière, ce qui obligeait M. Le Drian, de temps en temps, d'être obligé de se tourner complètement pour regarder son confrère avant de revenir à ses papiers. Donc, on peut dire que l'ambiance était un peu froide. Disons qu'elle est studieuse et sérieuse. Oui, elle n'était pas très très chaude quand même. Hein. On peut le dire. Philippe Bourrequet, est-ce que c'est une bonne chose? Donc la France qui fait le premier pas, parce que Tebboune avait dit non, il ne ferait jamais le premier pas. Oui, mais ça c'est des Algériens. Ouais. C'est Marzolotar. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Non, je ne connais pas. Les Algériens, Tebboune, il avait halef, il a dit Wallah, tu vois, tu les connais, les DZ Connection. Non, c'est pas ça. Il est normal que celui qui manque de respect à quelqu'un va s'excuser en premier.
C'est comme ça que je le vois, et c'est pas une histoire d'humiliation ou de se rabaisser. Le président Macron a fait plusieurs impairs les uns derrière les autres. Il a commencé à essayer de montrer un petit signe lorsqu'il a été sur le pont de Besançon, mais pas de discours, pas de... Enfin, je sais pas, c'est la première fois que je vois... c'est pour le 17 octobre. Ouais, pour le 17 octobre, c'est la première fois que je vois... Après les déclarations sur le régime politico-militaire. D'ailleurs, il n'a pas fait le 17, il a fait le 16. Exact. Petit rappel. Et ouais, tout à fait, ouais, après la première glaciation entre les deux. Et puis, c'est la première fois que je vois sur une commémo, ou la veille d'une commémo, où on fait pas de discours. Et pourtant, c'est un spécialiste. Hier, il a parlé pendant 1h10, puis après, il a enchaîné pendant 1h10 les questions. Enfin, voilà, il s'est parlé, quoi, le président. Donc, c'est pour ça que j'avais dit à l'époque, j'ai pris ça, moi, pour une injure, en disant soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. Il n'y a pas d'obligation à les faire. C'est mieux s'il les fait, mais de manière sincère. Et puis, l'Algérie, à un moment donné, a dit, bon, bah, écoutez, parce que vous avez du mal à comprendre, plus aucun avion militaire français ne va survoler l'espace algérien. Et c'est peut-être là la problématique qui posait problème à la France aussi, Tarek Mahmi, pour ses opérations militaires. La France, qui, au lieu de mettre 4 heures, mettait 9 heures, justement, en ne passant pas au-dessus de l'Algérie, puisque ça lui était déjà interdit. Oui. Il y avait aussi ça à régler. C'était important aussi pour la France. Alors, ça a été réglé à un tiers. Voilà, un tiers. Ou réglé à moitié. C'est ce que nous dira le journaliste dans un instant. Voilà, alors c'est-à-dire que les soldats blessés au Mali se signalent, ils peuvent traverser pour gagner du temps, pour se faire soigner à Paris. Donc, ils mettent 4 heures. Ouais. Alors que pour les soldats en très bonne santé, surtout quand ils y vont à partir de la France, eux, ils vont faire leur petit 9 heures, ils ne passeront pas par l'Algérie. Et les soldats rapatriés qui ne sont pas blessés, pareil. Et donc, disons que c'est un geste humain, humaniste, politique, humanitaire, diplomatique. Ouais, donc, c'est le minimum, quoi. Voilà, minimum syndical. C'est un geste. Minimum syndical. En tout cas, on sent peut-être que là, on est le début de quelque chose entre Alger et Paris. On a tous dit ici, Christophe, que ces déclarations du président Macron dans une salle fermée, qu'elles sortent dans la presse, sous la signature d'un journaliste franco-algérien, c'était un peu trop. Et puis des phrases entre guillemets. C'est-à-dire que pourquoi le président et son secrétariat et sa service de presse invitent ce journaliste-là et uniquement celui-là? Parce qu'il est d'origine algérienne. Et donc, c'est ce regard... Il y avait une volonté de le faire savoir. Donc, c'est ce regard suspicieux. Il aurait pu tenir sa petite réunion avec les binationaux, et les binationaux, en sortant, chacun il donnera sa version, mais que ça ne sorte pas le soir même dans le monde. Et donc, pour les Algériens... c'est à l'algérienne, je veux dire, tu m'insultes pas en mon absence. Ouais. En termes de déontologie journalistique, on dit qu'on ne peut pas faire ça quand la personne qui représente l'autre partie n'est pas présente. Mohamed est avec nous au standard. Allô, bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur le sujet, la France. Oui. Je pense que comment dirais-je, les cartes d'influence dans le monde ont été changées ces derniers temps. Oui. Les États-Unis et les Anglais sont occupés dans le Pacifique. Monsieur Macron, il a eu le mandat du Moyen-Orient. Et je pense, à mon avis, que c'est pour cette raison qu'il essaie de solder son solde tout compte. Son solde de tout compte. Ouais. Son tout compte, oui, avec l'Algérie, surtout avec le Mali, où avant-hier, le ministre, il a quand même félicité les accords d'Alger. Hein. Alors, on sent qu'effectivement, il y a le Mali, il y a aussi la Libye, et là, il y a divergence aussi sur le sujet. La France et les États-Unis font pression pour qu'il y ait des élections au plus vite. L'Algérie est plus modérée, plus tempérée sur le sujet. On va en parler dans un instant avec le journaliste Pascal Hérault, que j'ai interrogé en début d'après-midi. À tout de suite sur France Maghreb 2. Dans le Grand Forum, nous recevons Pascal Hérault, journaliste spécialiste du Maghreb pour le journal L'Opinion. Bonjour Monsieur Hérault. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, vous avez ce matin publié un article revenant sur la venue du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à Alger cette semaine. En toute discrétion d'abord, Monsieur Hérault, ça c'est important à signaler. Oui, c'est une visite qui a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. On l'a appris le jour même de son arrivée à Alger. Alors, je pense pas qu'il y ait de volonté, enfin c'est ce que nous disent au moins
responsables du Quai d'Orsay de cacher ce déplacement. Mais c'est plus par le soin d'éviter une instrumentalisation de cette visite dans une période un peu tendue de la relation où elle s'est passablement dégradée ces derniers mois. Il faut le rappeler, c'est les propos du chef de l'État français qui s'était interrogé devant de jeunes binationaux ou représentants de la diaspora. Il s'était interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française, reprochant aussi au système politico-militaire algérien de s'être construit sur une rente. Et tout ça, ça avait profondément détérioré les relations. C'est des déclarations qui avaient été très mal perçues par Alger, qui avait pris un certain nombre de mesures de rétorsion, il faut le rappeler. Rappel de l'ambassadeur algérien à Paris pour consultation, et puis aussi une fin de coopération, de collaboration, notamment sur les questions militaires, où l'Algérie avait interrompu notamment l'alimentation, le ravitaillement d'une partie des troupes françaises au Mali qui se faisait via l'Algérie, notamment en carburant logistique, et puis aussi une interdiction de survol de son territoire pour les avions militaires français. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que là il s'agit d'un pas, mais d'un pas timide de la France envers l'Algérie, parce qu'on arrive dans une période cruciale qui est la période électorale, et Paris n'a certainement pas envie d'une ambiance comme on la connaît actuelle avec Alger? En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu par Alger, un premier pas de la France. Et on le rappelle, le président Tebboune avait déclaré lui-même qu'il ne ferait pas ce premier pas pour renouer le dialogue. Alors, il y a eu un certain nombre quand même de tentatives de rapprochement via des émissaires. Il y a eu, selon Africa Confidential ce matin, il y a eu quand même un coup de fil fin novembre très discret entre le président Tebboune et le président Macron, qui cherchait à avoir son homologue depuis pas mal de temps. Ça a permis de renouer un premier contact. Après, il y a eu la venue du ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam Lamamra, à la conférence sur la Libye, où les deux pays ont discuté de la situation et du processus électoral. Puis, cette visite du ministre Le Drian à Alger, une visite quand même qui a permis de faire le point sur le fond d'un certain nombre de dossiers différents qui peuvent alimenter la relation. Il a quand même été reçu 2 heures par le président Tebboune. Il a longuement échangé avec son homologue Lamtam Ramamra. Donc oui, les deux pays se sont parlé, ont abordé les malentendus et les différends qui animent cette relation, mais pour l'instant, on peut dire que c'est un premier pas, parce qu'il n'y a pas eu d'engagement très concret, si ce n'est, qui semble acquis, le retour de l'ambassadeur algérien à Paris, et puis la concrétisation d'un engagement du président Tebboune de permettre des évacuations humanitaire pour des soldats français blessés sur le théâtre sahélien. Donc, une autorisation de survol très limitée. Très limitée. On sent que voilà, c'est timidement qu'on y retourne finalement, avec prudence. On sent aussi des divergences entre Paris et Alger, notamment sur la Libye, et la tenue, par exemple, des élections. Oui, alors on sait que Alger, historiquement, parle avec les différents acteurs libyens, et la priorité d'Alger, c'est la stabilisation du pays. Le cycle électoral tel qu'était imaginé par les Algériens, c'était plus peut-être un cycle qui commencerait par des élections locales qui permettraient de instaurer un peu de confiance au niveau local entre les acteurs, et puis après monter progressivement vers une présidentielle le jour où la situation le permettrait. C'est pas l'agenda et c'est pas la méthode désirée par les États-Unis et par la France, qui tiennent coûte que coûte à avoir une élection présidentielle assez rapidement. Bon, maintenant la communauté internationale, tout le monde a adhéré plus ou moins à ce canevas qui sera quand même très difficile à mettre en œuvre. Le principal risque, c'est que les résultats ne soient pas reconnus, et on voit mal actuellement comment le camp de l'Est et le camp de l'Ouest
pourrait reconnaître la légitimité d'un président libyen sur tout l'ensemble du territoire. D'après vous, de quel regard va accueillir cette décision et cette annonce de Roselyne Bachelot ce matin concernant la réouverture des archives ? Écoutez, il faut encore voir le périmètre. Je ne crois pas qu'il y ait eu encore de réaction du côté algérien. On peut s'interroger sur le timing au lendemain de cette visite de Jean-Yves Le Drian. Tout à fait. Ce que l'on sait, c'est que c'est quand même un processus qui s'inscrit dans le temps. Il y avait eu des engagements français pour l'ouverture d'un certain nombre d'archives. Vous savez qu'en France, ça reste extrêmement compliqué, même quand le délai de prescription est arrivé à échéance. Il faut souvent des autorisations administratives supplémentaires pour pouvoir avoir accès aux archives. Pour les historiens, il y avait des demandes récurrentes pour un accès beaucoup plus ouvert et beaucoup plus facile à ces archives. On peut penser que cela va permettre de continuer le travail de ces historiens sur le sujet et que ça permettra peut-être d'avoir accès à de nouveaux éléments sur ce qu'a été la colonisation française et ses méfaits. Pascal Hérault, journaliste spécialisé au Maghreb pour le journal L'Opinion. Deux petites questions pour terminer. On aura l'occasion, dans un format un peu plus long, en tout cas, de revenir parce qu'il y a de quoi dire, de quoi commenter sur ces relations algéro-françaises. Mais deux petites questions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie, après 15 ans d'absence sur la scène diplomatique, est bel et bien de retour sur la scène diplomatique africaine, voire même à l'international ? Oui, je pense qu'elle a retrouvé toute sa place sur la scène africaine. On voit une diplomatie assez offensive, telle qu'elle ne l'avait pas été pendant les deux derniers mandats du président Bouteflika, qui était assez affaibli, qu'on ne voyait presque plus sur la scène internationale. Maintenant, on a un président Tebboune qui a donné un certain nombre d'interviews et qui a fait des points assez réguliers en matière de politique étrangère. Et puis, il y a surtout le retour de Ramtam Lamamra, qui est un diplomate très chevronné, qui a été longtemps commissaire paix et sécurité à l'Union africaine et qui connaît parfaitement tous les dossiers qui intéressent l'Algérie, et notamment celui du Sahara occidental. Dernière question justement, et la transition est toute trouvée. Quel est le regard de Paris sur la relation froide et la rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc ? Il y a de l'inquiétude. C'est jamais bon d'avoir à sa porte sud de la Méditerranée deux voisins et deux partenaires qui entretiennent une tension assez importante. L'Élysée et la diplomatie française craignent que cette relation diplomatique de plus en plus tendue puisse peut-être déboucher sur un conflit entre les deux pays, et ce serait vraiment d'autant plus inquiétant si cela advenait pendant la campagne électorale en France, parce que cela créerait inévitablement des tensions entre les ressortissants des deux communautés qui sont très très nombreux sur le sol français, estimés à plusieurs millions de personnes si on prend les diasporas des deux pays et que l'on comptabilise notamment les enfants, petits-enfants issus de parents ou de grands-parents venant d'Algérie ou du Maroc. Et vous, à titre observateur, en tant qu'observateur journaliste, est-ce que vous spécialiste du Maghreb, est-ce que vous la craignez vous aussi ce possible pas supplémentaire vers une dégradation encore davantage de cette relation algéro-marocaine ? Je pense que des deux côtés, on est encore dans le registre de la dissuasion. Mais il ne faut pas oublier que dans les deux pays, il y a aussi des conservateurs, des durs, et on ne sait jamais ce qui peut se passer à la longue frontière. Il peut y avoir des escarmouches et ça pourrait dégénérer par une escalade et des tensions supplémentaires. Pour le moment, je ne pense pas que les deux pays aient intérêt à ouvrir
front armé et à se lancer dans la belligérance. Mais vous savez, les guerres débutent souvent par des petites escarmouches. Qui aurait le plus à perdre, selon vous, entre Alger et Rabat, de cette offensive supplémentaire ? Je ne sais pas s'il y a un pays plus que l'autre qui aurait à perdre, mais en tout cas, les deux pays seraient profondément perdants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période économique assez compliquée avec cette crise du Covid qui a eu un impact très important sur les deux économies. Et plus que les deux pays, ce serait toute la région de la Méditerranée qui serait affectée. Si un conflit dégénérait, vous pouvez imaginer les conséquences qu'il pourrait y avoir en matière de déplacés, de réfugiés, d'arrêt des activités économiques, de perte de confiance et puis surtout de crainte au sein des populations. Et nous en sommes loin, du moins j'espère en tout cas, et on va espérer l'éviter ce conflit. Merci beaucoup en tout cas Pascal Hérault, journaliste spécialiste du Maghreb pour le journal L'Opinion, à lire un article donc très intéressant qui revient donc sur la visite du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en toute discrétion cette semaine à Alger. À très bientôt Pascal Hérault. Merci beaucoup. Au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Voilà, journaliste Pascal Hérault qui revenait donc sur cette visite du chef de la diplomatie française à Alger. Un article très intéressant à lire dans l'Opinion aujourd'hui. Voilà, eh bien je pense qu'on a bien évoqué ce sujet, cette visite très discrète, très peu commentée dans les médias français, encore une fois. Pour le coup quasi absente d'ailleurs. Parmi la mono-actualité, on n'avait pas de Le Drian à Alger, en tout cas sur les chaînes d'infos. Ils sont occupés à autre chose pour l'instant. Non seulement il y a ça, cher Christophe, mais aujourd'hui, en fait, les médias ont été, créés, inventés pour informer la population et les populations de ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement en France des médias qui choisissent les sujets sur lesquels ils parlent. Et quand ils parlent, ils n'informent pas. Et donc la visite du ministre des Affaires étrangères, c'est quand même la stratégie de la France, d'abord en Algérie, ensuite au Maghreb et enfin en Afrique. Et on n'en parle pas une seconde. C'est pas normal. Et heureusement qu'il reste la presse écrite et quelques médias comme nous à France Maghreb 2 pour parler des choses et d'autres qui nous concernent en tant que citoyens et qui font partie de l'actualité. Et Pascal Praud est l'un des meilleures connaissances de ce sujet pour le Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc. Pascal Praud, non, c'est pas Pascal Praud, c'est Pascal Hérault, c'est pas le même. Mon ami Pascal Hérault, voilà. Pas sûr qu'il apprécie le... Non, mais il n'appréciera pas, il aura raison, et je m'en excuse à l'avance, mais on nous bourre tellement la tête qu'on finit par dire Pascal Praud en pensant à Pascal Hérault et à d'autres Pascal, des hommes valeureux, parce qu'à certains moments, à force de répéter, tout le monde parle d'islam, d'islamisme, parce qu'on est des êtres humains et puis le cerveau enregistre, donc je m'excuse. Et donc lui, c'est l'un de Pascal Hérault, du journal L'Opinion, et l'un des meilleurs connaisseurs de cette partie du monde, donc le Maghreb. Et nous l'avons eu, et vous avez posé les questions qu'il faut, cher Christophe, et j'espère que nous aurons le plaisir de l'avoir au studio pour toutes ces questions. Il me l'a promis. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît son métier, quoi. Exactement. Alors, avant de parler de deuxième sujet, je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront dans 20 minutes maintenant nous faire leurs propositions, parce que nous avons décidé de ne plus rester spectateurs et nous avons décidé de passer à l'action. Et si nous faisions notre programme ensemble, avec les différentes sensibilités des chroniqueurs chaque jour, et qu'ils écoutent vos doléances, vos propositions pour cette présidentielle, mettez-vous dans la peau d'un candidat à cette élection l'espace de 2 minutes en nous faisant votre proposition, et une d'entre elles sera retenue et fera partie de notre cahier de doléances que nous transmettrons aux différents candidats qu'on aura l'occasion de rencontrer durant cette campagne. Ainsi, voilà 2 propositions que nous avons déjà depuis mercredi. Pour l'heure, elle a été élue à la tête des LR comme représentante et candidate à l'élection présidentielle. Après cette primaire, Valérie Pécresse, qui avait peine à décoller dans les sondages et qui, depuis son élection, fait une remontée spectaculaire. C'est quasi pour certains instituts de sondage plus 10 points. Du coup, cette question qui émane et qui a du sens est Valérie Pécresse, est-ce un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ? Parce que certains sondages la donnent au 2e tour face à Emmanuel Macron. Il y a même un sondage d'ailleurs qui la donne gagnante 52-48 face à Emmanuel Macron. Philippe Boriaki, est-ce que tu penses que Valérie Pécresse peut être un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ? Est-ce que ça peut être la petite surprise du chef ?
petite surprise du chef. C'est pas une petite surprise, Valérie Pécresse. Elle va le fracasser en deux. C'est pas un caillou, c'est un rocher. Vraiment, sérieusement, elle va le plier en deux. Parce que, je redis mon pronostic. J'avais déjà dit tout au début de cette déclaration de primaire que Valérie Pécresse va gagner la primaire. Avec donc des électeurs étrangers. Peu importe, elle va gagner la primaire. Oui, mais bon, c'est bon. Ouais, non, mais il n'y aura pas des électeurs étrangers pour la présidentielle en France. Ouais, d'accord, mais bon, bon tact. Voilà. Non, mais attendez, cette info vient de Mediapart. Moi, depuis quelques temps, je ne crois plus ce que dit Mediapart pour en avoir été victime de calomnies, de rumeurs et de trucs ultra partisans. Alors, c'est sûr que je rejoins le fait que lorsqu'il y a une compétition en interne, chaque camp va voir ses réseaux et fait rentrer des nouveaux adhérents et donc des étrangers qui n'ont pas le droit de voter aux élections nationales françaises, mais qui participent pour faire de vous le meilleur candidat pour gagner la présidence française. C'est logique tout ça. Oui, mais non, mais c'est complètement logique puisque lorsque un parti on va pas revenir sur le fait qu'elle a été élue, ça y est, c'est fait. Non, je vais finir. Dis donc, il a peur de vous, monsieur Mamie, à ce moment-là, vous avez vu? Il tremble là quand vous parlez. La petite feuille là, voilà. Viens. Ici, on va te ramasser à la peine. Bon, arrête de dire des conneries et sois sérieux. Non, mais sérieusement. Je ne tremble pas ni à vos paroles ni à celles de Mme Pécresse. J'aime que les auditeurs disposent de toutes les informations et après ils sont libres de choisir. Attendez. Pour adhérer à un parti politique, vous n'êtes pas obligé d'être citoyen français. C'est la règle dans plein de partis politiques, je crois dans quasiment tous. Je suis même persuadé que même au Rassemblement National, ils n'ont pas mis cette clause qu'il fallait être français. Donc par conséquent, des étrangers, voire même de l'étranger, peuvent adhérer à un parti politique parce que le candidat en question qu'ils vont soutenir aura une politique favorable à leur pays. Je vois rien de choquant en ça, moi. Est-ce qu'on peut revenir à mon sujet? Parce que là, on peut dire le sujet, en fait. Non mais Christophe, s'il te plaît, sérieusement, c'est super désagréable parce que je ne peux jamais aller jusqu'au bout des J'aimerais qu'on fasse pas de hors-sujet. Quand tu invites un invité de qualité comme moi, beaucoup de radios se battent pour l'avoir. Ouais, bien sûr. Kiffe un petit peu. Non. Donc, Valérie Pécresse. Sauf Radio Courtoisie. Valérie Pécresse. Je le redis, puisque je tiens à dire, et tu me prends comme témoin, enfin je te prends comme témoin, Christophe, on a plein de débats politiques en off tous les deux. D'ailleurs, à chaque fois, j'ai mal à la tête quand je débat avec toi, je craque. Des fois, le type, il t'appelle à minuit pour te dire, alors écoute, j'ai pas faux. Et donc, Valérie Pécresse va siphonner de l'électorat de chez Zemmour, parce que plus on va rentrer dans le dur, plus son programme va être un petit peu léger, et donc il y a des gens qui détestent à mort Macron, qui sont pas forcément des fachos, mais qui ont été vers Zemmour parce qu'il occupait un créneau qui était libre dû à la vacance des LR et de l'UDI, parce qu'on parle toujours des LR, on oublie de parler UDI, même s'ils font que 2%, c'est 2% qui te permettent d'être au deuxième tour ou pas. Et donc, par conséquent, il y a des gens qui vont revenir à la réalité, qui vont retrouver des choses intéressantes, même au niveau conservateur, que Valérie Pécresse va porter avec son équipe, Ciotti, Wauquiez. Enfin, Wauquiez, c'est vrai qu'on l'a pas entendu, on l'a pas vu Wauquiez. Je suis pas sûr que Ciotti irait jusqu'au bout, hein, mais bon. Ah non, il va pas bouger une oreille. Il va pas bouger une oreille. Je te promets qu'il va pas bouger une oreille. Il va faire monter les enchères. Maintenant qu'elle lui a promis d'être ministre de l'Intérieur, crois-moi qu'il va pas bouger une oreille. Et ça donne super envie, hein. Bah ouais, d'accord, mais Pasqua, il était un petit peu du même acabit, hein, j'ai envie de te dire. Donc, et puis donc pour toi, elle va gagner. Pour moi, elle va gagner parce que elle va siphonner 3-4 points, voire même un petit peu plus chez Zemmour. Marine Le Pen va récupérer 3-4 points pareil, et puis après, les autres vont devenir le vote utile. Donc, il va avoir une poignée de personnes, je pense qu'il va finir en dessous de 5 à titre personnel. Et au deuxième tour, c'est ce que je n'arrête pas de dire et que les gens me disent, même un Macron-Le Pen, moi, je donnais pas à Macron gagner parce qu'il y a plein de gens. Et pourtant, il est toujours placé en tête dans tous les sondages. Ouais, tous les sondages. D'accord, il est en tête. Alors, il est en tête à 23 points, mais après, il n'a pas de réserve de voix. C'est ça le problème. C'est la réserve de voix que tu as ou pas au deuxième tour. Au premier tour, tu réunis ton camp. Au deuxième tour, tu réunis la France. Sauf que moi, un Pécresse Macron, aujourd'hui, moi, je ne vais pas voter. Et si je vais voter, je pense que je voterai Pécresse. Et voilà. Et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, et puis je rajoute juste la précision. L'invitation de M. Othman, avec lequel M. Bouriaki débat tout le temps sur CNews, a fini par porter
ses fruits. Voilà. Parce que jusque-là, sur CNews, c'était M. Bouriaki qui disait à M. Othman, prenez cette proposition, venez avec nous. Et on voit que la réalité politique est beaucoup plus difficile et que celui qui proposait aujourd'hui... Non, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais si vous voulez. Non, mais je peux répondre sur Mme Pécresse? Oui, répondez, Tarek Pabi. Non, mais après, je réponds pourquoi. Oui, tu répondras après. Mais là, pour l'instant, c'est Tarek Pabi qui répond. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas le patron. Arrête de parler de patron, il n'y a pas de patron ici. C'est moi le patron ici du LGF. Voilà. Madame Pécresse a un double écueil qu'il faut qu'elle dépasse. Il ne faut pas qu'elle perde les électeurs classiques de LR, de Chirac d'abord, de Juppé ensuite, de Sarkozy, quoi qu'on en pense. Ça, il faut qu'elle puisse les garder. Et il faut qu'elle rattrape une partie des fillonistes qui sont partis soit au RN, soit chez M. Zoliv. Donc ça, c'est le premier truc à l'intérieur. Et à l'extérieur, il faut qu'elle aille grignoter les électeurs de RN et de Zemmour, tout en ne perdant pas les électeurs chiraciens de son parti, qui, eux, risquent de suivre plutôt le consigne de M. Philippe, qui, lui, va appeler pour la présidentielle et pour les législatives pour M. Macron. Voilà, pour M. Macron. Donc, la chose de ce côté-là est très difficile. Après, alors, on avait une thèse, je ne sais pas si elle va se confirmer ou pas, c'est que les électeurs du Front National, Rassemblement National, sont fidèles. Et ceux-là, s'ils restent fidèles, et s'ils ne perdent pas trop, permettront de mettre Madame Le Pen au deuxième tour. Et donc, je crains pour ceux qui ne le veulent pas que le fameux scénario Madame Le Pen, Monsieur Macron au deuxième tour se réinscrit, mais par précaution, donc à la fois journalistique, citoyenne et de pronostic. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'est-ce qui pourrait sortir des urnes jusqu'au, en gros, 3 semaines, 4 semaines avant le premier tour. D'autant plus. Le dernier débat. Oui, mais parce même, Christophe, on dit que ça cristallise un mois avant, et que le dernier débat, c'est un point dans un sens ou dans l'autre, ça va pas loin. Et surtout surtout qu'aujourd'hui, nous avons une gauche des gauches, et on ne sait pas si sur les 5 candidats de gauche, combien resteraient. Moi, je pense que 3 se retireront, savoir M. Montebourg. Ça, il l'a déjà dit. Non, mais Montebourg, Hidalgo. Et son projet au service. Et voir M. Roussel. Donc, il resterait l'extrême gauche que personne ne compte, et il resterait probablement une bataille fratricide entre M. Jadot et M. Mélenchon. Et donc, qui est Mélenchon, qui est, selon le dernier sondage qui est sorti, je crois, il est monté à 13. Il est monté à 13. Et Jadot s'écroule à 5. Voilà. Attention, le sondage. Mais ce sont des sondages. Cluster 17, je sais pas ce que c'est. Oui, mais c'est des sondages. Et pour revenir sur Mme Ciotti, Pécresse, gagnante au deuxième tour, vous avez 15 jours avant le même sondage qui est sorti, M. Bouriaki, qui donnait les mêmes chiffres pour M. Xavier Bertrand. Je donne des chiffres. Monsieur Mamie. Et par le même institut de sondage. Et donc, après, effectivement, on verra bien ce que l'histoire nous résout. On a 4 mois. Monsieur Mamie, je ne vous parle pas de sondage, je vous parle de ressenti. Oui, et je vais m'expliquer. C'est comme la température. Je vais m'expliquer. Il fait 8, mais on ressent 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne le souhaite pas, moi je souhaite voter au premier et au deuxième tour pour un candidat qui porte l'écologie politique, celle que j'ai en tout cas dans le cœur. Oui, d'accord. Moi c'est ce que je souhaite. D'accord. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Ça je ne sais pas, je suis pas voyant. T'as l'air un peu moins... Non, vous allez voter Est-ce que je peux finir sinon je m'en vais à la... Au premier tour, vous allez bien voter pour un candidat écologiste de votre cœur. Je vais voter pour le candidat ou la candidate écologiste qui portera mes valeurs, celles de l'écologie populaire et s'il est encore là. C'est celle ou celui qui portera mes valeurs. Voilà. Je crois que je peux pas être plus clair. Ah oui, c'est très clair. Je n'ai pas donné de nom parce que il y a des choses qui sont mouvantes et que ça bouge. Donc voilà. Et puis pour moi, la loyauté, c'est quelque chose d'important. Tu vois, c'est au fond du trou que tu reconnais tes amis. Et voilà. Très bien. Je ne déroge pas cette règle. Donc Pécresse, pour toi, sera au second tour face à Macron. Pour moi, aujourd'hui, en l'état des choses où personne ne se parle et on voit qu'Arnaud Montebourg, j'aime moyennement les potes écolos qui se foutent de lui là sur les réseaux en disant plein de calembours, mais en tout cas il a le courage même si on dit il était à 1%, mais je connais aucun de mes copains et de mes copines qui se moquent de lui, qui en se présentant à la présidentielle ferait 1%. Tu vois, je serais déjà très content de faire 1%. Pourquoi? Alors que là où je me trouve dans le groupe écolo à la région, on est dans l'opposition à Valérie Pécresse.
Et on combat plusieurs de leurs propositions. Moi, c'est un vote sanction que je ferai contre Emmanuel Macron. C'est pas un vote d'adhésion aujourd'hui à Valérie Pécresse. C'est un vote sanction parce que pendant 5 ans, il nous a baladés, il nous a méprisés, il nous a mal parlé, il nous a mal considérés. Donc moi, je veux que c'est... Il n'a pas sauvé la France quand même avec cette crise du Covid. Je veux que ces pseudo-dirigeants comprennent qu'on ne peut pas manquer de respect au peuple impunément. Donc, hormis un Macron-Le Pen, et j'ai dit je n'irai pas voter pour un Macron-Le Pen, si c'est un Macron qui que ce soit, Le Pen ou Zemmour, hein, tu m'as compris, l'extrême droite, si c'est un Macron ou qui que ce soit, j'irai voter pour le qui que ce soit. Sauf ceux que j'ai cités précédemment. Et je suis pas tout seul, c'est pour ça que je vous parle du ressenti et pas l'histoire de moi qui ai toujours fait... c'est pas la rue qui gouverne, mon cher Philippe. Et donc moi il va le comprendre alors, il va le comprendre dans les yeux. C'est pas la rue qui gouverne. Et moi je peux t'assurer que pour avoir suivi pendant plus d'1 an et demi les mouvements sociaux, les gilets jaunes... Ouais, ils font quoi eux Eux, aujourd'hui ils feront battre Macron au deuxième tour. Ils représentent combien de pourcents ? Mais il représente une grande majorité de gens silencieux qui n'ont pas envie de se faire gazer, se faire massacrer, se faire arrêter de manière Ils étaient 200 000 au plus haut dans la crise du gilet jaune. Le premier jour de manifestation, ils étaient 200 000. Mais c'est pas vrai, arrête. Allez, si tu veux 500 000, 160 millions d'habitants, c'est quoi ? Il y avait la France qui était bloquée, t'es fou, les Champs-Élysées étaient noirs de monde. Ouais. On l'a vu pour la Coupe du Monde, on a dit il y avait 2 millions de personnes, là ils étaient noirs de monde, là ils sont à peine 200 000 à Paris. On se moque de qui là ? Sérieusement, pour avoir fait des manifs, je peux t'assurer que c'est la France silencieuse qui a le cœur des gilets jaunes à l'intérieur de son foyer, fera battre Emmanuel Macron. Oui, merci M. Boriaki, merci Christophe. Je crois, Christophe, que vous allez, pour nous tous, chroniqueurs, vous allez être obligés de mettre un décompte. Parce que sinon, les fleuves, quand ça se lance, vous et moi... le décompte, il commence maintenant avec la pub dans un instant. Ah, ça c'est bien. Je vous dirai pourquoi, finalement, le combat risque d'être plus serré que prévu. Pourquoi ? Bien, on en parle dans un instant. Ah bon ? 17h24, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum qui suit le match à l'occasion de la Coupe d'Arabe qui a lieu au Qatar, les quarts de finale, premier match entre la Tunisie et Oman, et égalisation de Oman, 1-1 à 25 minutes de la fin du match. Donc 1-1, le match est relancé entre la Tunisie et Oman pour une qualification en demi-finale. Nous étions en train d'évoquer Valérie Pécresse avec Philippe Boriaki et Tarek Mami il y a quelques instants. J'invite les auditeurs à se rapprocher de leur téléphone dans un instant, puisque nous allons ouvrir notre espace radio participative, radio démocratique, puisque nous allons, et durant toute cette campagne, recueillir vos doléances, vos propositions pour cette élection présidentielle. Et si nous changions la France, et si nous apportions et faisions notre programme, on le fait et on va le faire. Et grâce à vous, évidemment, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, vous pourrez nous appeler dans un instant pour nous formuler toutes vos propositions dans tous les thèmes, dans tous les domaines, bien sûr, que ce soit insécurité, immigration, il n'y a pas de raison que les autres en parlent et que nous n'en parlions pas, affaires étrangères, économie, pouvoir d'achat, et que sais-je encore. N'hésitez pas, et vous pourrez le faire dans quelques minutes. Pour l'heure, pourquoi, selon moi, Tarek Mami, Philippe Boriaki, ça va être compliqué ? Parce que, en fait, Valérie Pécresse aujourd'hui, au vu de ce que l'on a entendu durant cette campagne des primaires, c'est une Valérie Pécresse qui était assez proche des idées d'Éric Ciotti, à en croire le dernier débat entre les deux tours, où là c'était quasiment un échange de programmes entre les deux. Emmanuel Macron aujourd'hui, pourquoi il risque de poser problème à Valérie Pécresse ? Parce que on peut dire que socialement il était à gauche, bien que certains le contestent, et que économiquement il était plus à droite. Et en conséquence, la droite chiracienne jupéiste serait plus favorable et peut-être plus, attirée par un Emmanuel Macron que par une Valérie Pécresse. Qu'en pensez-vous, Tarek ? Alors, en fait, il faut regarder la sociologie de l'électorat français aujourd'hui. La gauche a disparu du paysage politique et a perdu surtout cette classe ouvrière. Et la classe ouvrière est aujourd'hui majoritairement dans le camp de la droite et de l'extrême droite. Sauf que la droite de Sarkozy, pour faire simple, est aussi un peu catholique, un peu chrétienne, un peu à valeur, et donc elle ne se retrouve pas chez eux. Conservatrice. Comment ? Conservatrice, donc on appelle ça catho-tradi, contre le mariage pour tous et tout ça. Ils ne se retrouvent pas chez Mme Le Pen et chez M. Zemmour. Et donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste en fait aujourd'hui des électeurs qui vont voter, à mon sens, plus par intérêt individuel et économique, parce que quand on va arriver au débat et quand on va but de la Tunisie. Merci Christophe. 2-1. Et quand on va voir les chiffres, c'est-à-dire
dans un débat, Mme Pécresse, M. Macron. M. Macron va dire deux choses. Madame, à la sortie du quinquennat de M. Sarkozy, que vous représentez aujourd'hui, voilà les chiffres. Vous avez viré 15 000 policiers. Et tous les dégâts derrière, y compris les terrorismes, c'est parce qu'il n'y a pas ces policiers. Deuxième chose, quel est le PIB réalisé aujourd'hui? C'est le plus haut depuis 63 ou 83 selon les indices. Donc économiquement, et contre la Covid, M. Macron a gagné. M. Macron a une mauvaise image chez tous les contestataires. Or, on sait très bien en France que d'abord, les contestataires ne votent pas. Il y a plus de gens qui contestent dans les Gilets jaunes. Et on verra, moi j'ai pris le pari, si on devait faire un sondage à la sortie des urnes pour dire est-ce que vous avez été vous-même Gilets jaunes et pas soutien de Gilets jaunes, vous allez voir que les Gilets jaunes ne vont pas voter. Et vous avez les autres classes populaires, notamment des communautés, surtout la franco-maghrébine, qui ne votent pas. Donc le cœur du nombre des électeurs va tourner, à mon sens, au premier tour à peine à 50%. Et au deuxième tour, peut-être à 65, 67, moins de 70. Et dans ce corps, quel est l'électorat le plus actif? C'est ceux qui ont des convictions de droite ou d'extrême droite, ou ceux qui ont des intérêts économiques et de classe à défendre. Ouais. Et donc, quand on fait ce découpage... Ça, c'est de l'argumentaire, ça. Non, mais et quand on fait ce découpage, pour moi, c'est 54 à M. Macron, 46 pour n'importe quel autre adversaire. Et si c'est Jadot, ça sera plutôt 36. Et si c'est... comment il s'appelle, M. LFI, M. Mélenchon, c'est peut-être un 43 à 46. Mais dans tous les cas, au vu du découpage sociologique, et j'allais dire, moi j'ai l'avantage, quand je fais des analyses, j'ai mes propres convictions, mais j'essaye de comprendre comment la société fonctionne. Philippe Bourriaki, ça c'est un argumentaire quand même. Bien sûr, on peut non seulement l'entendre, il est analysé, mais je crois et je crains, M. Mami, que ce sur quoi vous vous basez pour pouvoir arriver à cette sociologie, à cette conclusion, ne sont plus d'actualité, ne sont plus vrais maintenant. On voit bien d'élection en élection que l'électorat est complètement hyper volatile, oui. Et que hormis 15-20%, voire la moitié de ceux qui vous étaient fidèles restent fidèles, ils sont ancrés, il y a des gens, ils ont toujours voté à droite, républicains, RPR, etc., ils ne voteront rien d'autre. On le voit bien sur les dernières élections par rapport au Parti Socialiste en 2017, les vieux et de la vieille, les fidèles qui n'ont pas pu voter Macron ou alors qui ont fait barrage au deuxième tour, mais il y a un électorat hyper volatile et vous avez un électorat de centre-gauche qui était plutôt proche sociaux-démocrate, qui était même strauss-kahnien, j'ai envie de dire, qui avait suivi Macron aux dernières élections. Et eux se sentent vraiment orphelins, comme d'ailleurs Mathieu Orphelin, qui malheureusement a connu une fin assez tragique et pour ne pas dire scandaleuse. Sur le principe de précaution, ça va à un moment, on peut pas être moi je pense qu'on peut pas être tenu responsable des conneries de nos copains. Et franchement, un parti qui est ultra frileux comme ça et qui serre pas les coudes quand il y a un peu de vent, qu'est-ce que c'est quand ça va être une tempête? Et donc cet électorat qui est friable. Il y a aussi l'électorat, même si vous considérez que les Gilets jaunes sont peu représentatifs de la France, moi je pense que 2 millions de personnes, ça peut. Tu sors d'où ces 2 millions de personnes? Mais je te parle des premiers mouvements tout au début du mouvement. Mais il y a eu 2 millions de personnes et les Champs-Élysées, c'était marre, mon frère. Il y avait des ronds-points dans toute la France. Dans toute la France, elle a été Même les Gilets jaunes n'ont jamais donné le chiffre de 2 millions. Oui, mais nous, même les Gilets jaunes n'ont jamais donné. Mais non, parce qu'ils sont jamais. Quand ils ont donné le maximum, je crois que c'était la journée où il y avait des problèmes du côté de Bordeaux. Ils avaient donné 480 000. Mais quand non, la police a donné 150 000. Mais je vous dis pas du tout. Il y avait 2 millions de personnes. Il y a plein d'endroits. Mais peu importe, il y a eu un référencement. Ça reste pas la majorité. Non, ça fait pas la majorité, mais ça te fait basculer une élection, Christophe. T'es sérieux ou quoi? 2 millions de personnes. Oui, je suis d'accord. Après, il faut qu'ils aillent voter, ces gens-là. Mais ils iront voter, ils ont tellement de morts contre Emmanuel Macron, t'es fou. Je pense que tu mets une chèvre en face, ils vont voter pour la chèvre. Encore faut-il qu'ils s'inscrivent. Parce que c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. On est en train de vérifier et d'indiquer aux gens que pour pouvoir voter demain, il faut s'inscrire pour défendre leurs intérêts. Or, ces gens, en général, ne votent pas, malheureusement. Si je peux me permettre, en continuité de ce que vous dites, est-ce que, cher M. Bourriaki, on peut tirer la conséquence des résultats
de l'élection municipale qui a été très dure ou pas? Si on tire les conclusions de cette élection municipale, c'est LR qui a gagné, et régional d'ailleurs. Régional. Les deux. Oui. Et on donnait le Front National gagnant. Il n'a rien gagné du tout. LR, qui n'était pas implanté, arrive deuxième à un point, quand même derrière LR, derrière le FN. Et vous avez donc les socialistes qui sont morts sur le terrain, qui ont conservé toutes les grandes villes dans lesquelles il était. Ça veut dire que le vote sociologique est différent des pronostics de notre ressenti et de tous ces sondages qui nous mettent monsieur Macron à 58, monsieur Mélenchon à truc. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de rester dans l'analyse de la sociologie du vote. Mais moi je n'exclus même pas un deuxième tour Pécresse Marine Le Pen. Tout à fait. Moi Pécresse je la vois au deuxième tour. C'est possible. Quoi qu'il arrive, moi je vois Valérie Pécresse au deuxième tour. Maintenant je suis pas sûr. Donc ça veut dire Emmanuel Macron est éliminé au premier tour. Mais ça c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est réellement possible. Au jour d'aujourd'hui. À ce jour, s'il y a une union des gens de la gauche et des progressistes et des écologistes, et que vous capitalisez les déçus de la Macronie, si vous les cristallisez pas sur un extrême gauche qui est un petit peu ultra virulent, c'est fort possible que vous ayez qui soit balayé. Donc vous considérez que tous les électeurs d'aujourd'hui sur papier de M. Zemmour vont basculer automatiquement chez qui? Sur le RN? Un tiers qui vont rester chez Zemmour. Qui revendique 40 000 adhérents à son nouveau parti. Hein. Ah, c'est pas 40 000 quand même. Ouais, 40 000. Ah, wow. C'est ce qu'il a annoncé. Ah, waouh. En 48 heures. Non, mais c'est possible, ça va super vite. Ouais. Mais 40 000 sur l'ensemble de la France, oui, c'est possible. Parce que tu as tous les blocs identitaires, tous les ultras. Donc un tiers. Surtout je pense un tiers Pécresse, un tiers Marine Le Pen et un tiers pour lui. Il n'y a pas en France, comme pour les syndicats, d'interdiction à la double adhésion. Donc on peut être adhérent. Ça dépend de quel parti. Nous, à Europe Écologie Les Verts. Vous signez sur l'honneur que vous n'êtes pas membre de notre parti. parti. Ouais, mais ça se sait. Franchement, ça se sait. Okay. Bon, dans un instant, ça se sait et ça va se savoir. Ce sont vos propositions que vous allez pouvoir nous faire dans un instant. Mesdames, messieurs, pour cette campagne présidentielle, on ne reste plus spectateurs, on agit. Agissons ensemble. Tu peux mettre l'hymne national ou pas? Proposez non. Pourquoi non? Donc en foot, ça a bougé, cher Christophe? Comment? En foot, ça a bougé 2-1 pour la Tunisie. Et on peut avoir l'hymne national française ou non, pas? Non, il n'y a pas d'hymne national. C'est l'élection française, il est fou lui. Dans un instant, vos propositions 01 40 33 9000 à vous de jouer. Le peuple s'exprime. Ça fait mal. Vous avez du mal à l'entendre ça. Tu mets l'hymne national. À tout de suite. Je mets la pub. Et je sais nos auditeurs engagés et friands, et c'est pour ça qu'on leur propose ce que l'on fait. On a ouvert ensemble d'ailleurs, Philippe, mercredi dernier, à savoir que les auditeurs auditrices nous font des propositions pour cette campagne présidentielle, parce qu'il y en a marre de rester acteurs, il y en a marre de spectateurs, et passons au statut acteur, justement, en proposant des choses. Tarek Mami ici présent, Philippe Boyaki ici présent, auront la lourde tâche de retenir une proposition parmi les nombreuses proposées aujourd'hui. Et on va commencer avec Mehdi qui nous appelle. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Mami. Bonsoir cher Monsieur Mehdi. Moi j'ai pas le droit, bonsoir. Non, Philippe, il semble. Bonsoir mon ami, c'est comment ce prénom? Voilà. Philippe Boyaki, qui connaît pas Philippe Boyaki. Voilà. Ouais, je t'écoute tous les jours Philippe, t'inquiète. Heureusement qu'il passe pas tous les jours, j'en aurais marre à force. Sur les réseaux. Ouais. Alors, Mehdi, ta proposition pour aujourd'hui, en ce vendredi 10 décembre. Tu sais quoi Christophe, j'en ai tellement des propositions que je sais que t'en prends qu'une par personne. Une seule, absolument. Mais t'auras l'occasion de nous rappeler, on est là tout le temps, on est là, on prend pas de vacances, nous on est là, on charbonne. Je prends pas de vacances aussi. Voilà, tant mieux. Moi je suis je suis pas pour la suppression de la TVA, mais je suis pour une diminution de la TVA à 10%. Pour les produits de première nécessité, d'accord, et pour tous les produits de l'énergie. C'est-à-dire tout ce qui est énergétique, essence, électricité, une baisse drastique de 10%, faire passer la TVA à 10%. Alors, pour les produits de première nécessité, je crois que c'est déjà à 5,5. 5,5. Voilà. On est déjà à 5,5. Alors, baisser la TVA tout court à 10%. Baisser l'ensemble de la TVA à 10%. Aujourd'hui, elle est quoi, à 26, c'est ça? 20. Ouais, c'est ça, Très bien, Mehdi. Juste une question sur la TVA qui est la TVA la plus injuste, parce que la baguette coûte en gros 1 euro, que vous gagnez 10 000 euros par mois ou que vous gagnez effectivement le SMIC ou que vous avez juste exactement. On est d'accord. Mais par contre, c'est lui qui achète un manteau de fourrure et c'est lui qui achète le petit manteau à 15 euros.
les deux paieraient 10% de TVA. Bah oui, parce que devant l'impôt, on est tous égaux. Ah ben non, voilà. on l'est pas de tout, donc sur le principe. Donc l'idée... On retoque ou pas? On conserve sa proposition? Non, on l'amende, on fait un Voilà. amendement. Voilà, Sur donc- les produits de luxe, on augmente, on met une TVA à 30%, et sur les produits de première nécessité, on les met à 10%. Ça, vous êtes vraiment des gauchistes, hein, les gars. Merci beaucoup, Mehdi, pour la proposition malade, celui-là. qui n'est pas retoquée parce que je l'accepte. Voilà. Merci, mon Mehdi. 01 40 33 9000. Première proposition, je rappelle, diminution de l'ensemble de la TVA à 10%. C'est ce que nous propose Mehdi. Il faut supprimer des congés à Christophe et lui baisser son salaire. 01 40 33 9000. Et lui augmenter Pour le- nous appeler, je vais leur couper le micro, comme ça va être plus simple. Je rappelle évidemment les deux propositions qui ont été retenues par l'ensemble des chroniqueurs mercredi et jeudi. Première proposition que l'on met dans le programme. Donc on est d'accord. Le droit de vote pour les résidents étrangers à toutes les élections. Ça nécessitera un référendum, ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. La deuxième chose, hier, c'est interdiction pour toute personne ayant été condamnée dans le cadre de ses fonctions ou pour appel à la haine de se présenter à une élection. Ça, c'est une proposition concrète qui figure dans le programme. À vous de jouer pour la suite. On a commencé avec Mehdi, on poursuit avec un autre appel et une autre proposition. Bonsoir. Allô, bonsoir, salam alaikum, c'est Nadia, c'est Étienne. Enfin Christophe, pas, on n'arrive pas à te joindre. Nadia, enfin, une proposition d'une femme. J'attendais ça depuis 2 jours, quand même. Ah ben oui, mais alors, qu'est-ce que c'est occupé, c'est craignos, hein. Bon, alors ma chère Nadia, on écoute, t'écoute. Je sais pas comment, mes amis, je vais vous formuler ça. Moi, je trouve qu'il faut revoir, mais très sérieusement, le statut des hauts technocrates, des hommes politiques. J'entends par là, comme exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Giscard, ce qui nous a coûté. Chirac, ce qui nous a coûté. Ce que nous coûte leur entourage. Tous les services qu'ils ont, même quand ils sont plus en poste. Et puis tous ces gens qui nous disent qu'il faut faire des économies qui tapent sur les chômeurs. Il faudrait peut-être qu'ils commencent par baisser leurs avantages à eux. Tous ces secrétaires d'État, il n'y en a pas besoin. Tous ces avantages de ministre. Enfin, je vous laisse faire la Merci Nadia. Mami. C'est sympa. Tarek, alors, est-ce que vous pouvez me résumer ça en une phrase? La proposition de Nadia. Oui, alors, pour, dans le privé, on peut fixer un maximum de SMIC par rapport au SMIC. C'est-à-dire qu'un patron de boîte, quelle que soit la taille de la boîte, ne peut pas toucher plus de 30, 40, 50, 100. Non, c'est pas ça. Non, mais attendez, ça c'est parce qu'il y a le privé et il y a le public. Et donc, et sur le public, il faudrait que tous ces hauts fonctionnaires soient obligés, quand ils sortent de l'école, à passer par des sociétés privées pour qu'ils apprennent ce que c'est le métier. Et sur le salaire, il faut aussi, vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont payés plus que le président de la République en salaire mensuel. Et donc, on pourrait peut-être dire que personne ne peut gagner plus que le président de la République dans la fonction publique. Non, mais c'est pas ça la proposition de Nadia. C'est pas ça la proposition de Nadia. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais c'est pas ça. C'est en juste gros, c'est une fois qu'ils ont fini leur mandat. Voilà. Non, ça, c'est la deuxième partie. Mais parce que, parce que c'est la conséquence de ce qu'ils sont touchés avant. Parce que si vous dites aucun fonctionnaire ne peut toucher donc un salaire supérieur au président et que tous les avantages s'arrêtent, par exemple. Oui, mais Tarek, c'est pas ça la proposition de Nadia. Elle vous parle de ces gens qui ont été ou occupé un poste. Comme président, comme ministre, etc. et qui coûte cher après à la nation. Ça, on peut limiter, par exemple, à 3 ans. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour la sécurité, c'est pour des problèmes de sécurité. Ah non. Donc, on peut limiter à un mandat, à 5 ans, un truc comme ça, mais pas à vie. Effectivement, parce qu'à vie, par exemple, aujourd'hui, M. Giscard est parti, M. Chirac est parti, mais à certains moments, nous avions M. Chirac, M. Giscard, M. Sarkozy et M. Hollande, qui chacun a la voiture, plus le chauffeur, plus le loyer, plus, ça fait beaucoup d'argent. Bah oui, ça fait beaucoup d'argent. Donc, comment on formule ça en une phrase? Donc, limiter. Abolition des privilèges. Non, mais c'est limiter la prise en charge des anciens présidents et premiers ministres. À la limite, les premiers ministres, mais pas les ministres, à une durée maximum de 5 ans. Non. L'abolition, c'est pas la proposition de Nadia, c'est rien. Walou. Il n'y a pas de Walou, vous avez un problème de sécurité pour l'ancien président. Il a qu'à pas faire président, ça va. Donc, pour pas trahir la proposition de Nadia, c'est limiter les avantages au président de la République et au Premier ministre uniquement, et pour une durée mais les autres, limitée. ils n'ont pas le droit. Vous savez qu'une fois qu'ils sont plus ministres, et les autres n'ont plus le droit. Ils ont leur retraite de ministre qui coûte les yeux de la tête, alors qu'ils sont restés 3 mois. Il y en a qui sont restés 2 jours. Non. Le seul, où ça rentre en ligne de compte, c'est le Premier ministre. Il faut qu'il soit 48 heures en place.
Mais c'est vrai que tous les premiers ministres nous coûtent de l'argent, comme un président de la République, sur les gardes du corps, sur les secrétaires, sur le véhicule de fonction, etc. Manuel Valls, il est parti de France et pourtant il avait tous ces avantages que la France lui fournissait. Bon, là, on s'attaque au président puisque c'est Nadia qui me parlait des présidents. Le président et le Premier ministre. Voilà, limiter les prises en charge au président après leur mandat. Voilà, tout simplement. 01 40 33 9000. On est dans le dur, les amis. C'est de la vraie proposition. J'aimerais bien aussi qu'on évoque d'autres thèmes, les amis. Il y a pas. Alors, c'est vrai que. En ayant écouté beaucoup de propositions, il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites justement sur les institutions, sur les avantages des uns et des autres. Il y a d'autres thèmes aussi, il ne faut pas qu'on s'interdise d'en parler. L'immigration par exemple, on a aussi notre mot à dire sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, sur l'actualité, sur aussi les affaires étrangères, parce que c'est le rôle du président quand même. Oui. Voilà, allez-y, 01 40 33 9000. On a 2 propositions pour l'instant sur la table. Il nous en faudrait encore 2 pour qu'on puisse choisir, que Tarek Mami et Philippe Boureki choisissent collectivement la proposition à retenir pour aujourd'hui. À tout de suite. 01 40 33 9000, Boureki, Tarek Mami sont avec nous évidemment et écoute vos doléances après avoir écouté celle de Nadia de Saint-Etienne, celle de notre ami tout à l'heure Mehdi. Voici celle de Farid qui nous appelle de Marseille, donc avec l'accent ça donne Farid. Bonjour Farid. Et bonsoir et salam alaikum wa Zulflaoun. Zulflaoun, bonsoir Farid, bonsoir à vous. Vous appelez dans toutes les langues là. Ouais, exactement. J'aime bien tout ça et tout. Dis-moi simplement pour répondre à un mot vraiment qui me tient tout le temps au cœur et tout. Comment vraiment un président, comme l'a dit l'autre, Zemmour, pas Zemmour, je sais pas quoi et tout, on va parler et tout. Est-ce que vraiment Zemmour a un projet? J'ai pas compris là. Farid, c'est les propositions qu'on on souhaite avoir. C'est pas Zemmour, on s'en fout de Zemmour. En fait, on va lâcher un peu Zemmour. C'est pas ça. Parce que elle a parlé sur Macron, l'autre. Est-ce que vraiment Zemmour il a vraiment un projet? Non, il n'a pas de projet. Voilà, il n'a pas de son projet. Moi, je vais vous dire exactement. Quelle est la proposition, mon ami? Farid, on s'en fout de Zemmour. Arrêtez de parler de Zemmour, vous lui faites du crédit à chaque fois. Monsieur Farid. Faites-nous une proposition pour l'élection. Si vous étiez à côté du président de la République maintenant, quelle proposition vous lui dites pour qu'il l'applique? Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitais qu'il fasse. Vous êtes en tête à tête. Vous dites, monsieur le président, voilà ce que je veux. Qu'est-ce que vous lui dites? À Macron? Oui. Je veux quoi? D'accord, vous lui dites bonjour, ça va monsieur le président? Merci. Merci Farid. Voilà, merci mon Farid, 01 40 33 9000. Ouais, c'est l'heure de l'apéro en même temps. 01 40 33 9000. Évidemment pour nous faire vos propositions. Qu'est-ce qu'il y a Philippe? Non, tu me regardes de travers là. Non, il était au top Farid. Ouais, absolument. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Yasmina, je suis du Loiret. Ah, vous êtes où dans le Loiret, Yasmina? Orléans. À Orléans, très bien. Vous savez que je suis né à Montargis. Ah, ok. Ah ouais, tout le monde s'en fout en fait. Et vous savez que la radio émet à Orléans? Oui, c'est pour ça qu'elle nous écoute, 102.6. Yasmina, je suis sûr que vous avez une... tous les soirs quand je pars au travail. Du coup, moi, j'appelle pour un souhait ou une proposition. Eh bien, on vous écoute, on est tout oui. C'est pour les mamans qui accouchent, qui ont des enfants. Ouais. Ce serait possible de réinstaurer le congé parental aux 3 ans. Réinstaurer. Oui, parce qu'il était passé de 3 ans maintenant à 2 ans. Ouais. Et pour le PAV, comment ça s'appelle, le congé parental, l'augmenter. D'accord. Alors, si je comprends bien, là, le projet parental, c'est quoi exactement, Yasmina? Comment? Qu'est-ce que vous entendez par projet parental? C'est améliorer un petit peu pour les femmes quoi, qui ont des enfants, voilà. Et pourquoi que les femmes, Yasmina, pourquoi on ferait pas le congé parental aussi pour le monsieur? Bah oui, ça y est, mais c'est fait ça. Maintenant, c'est à égalité. Non, mais si elle souhaite, elle, reprendre de l'activité et pas le monsieur. Bon, projet parental, revoir le projet parental à 3 ans, c'est ce que nous propose Yasmina. Très bien. Voilà. Merci. C'est aussi le congé parental, parce que les dépenses, elles sont de plus en plus chères. Et 390 par mois, c'est pas grand-chose. Faut pas faire d'enfants, Yasmina. Voyons. Merci Yasmina. Bon week-end du côté d'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Quoi? 2-3 ans. Moi, j'ai rien compris. Moi, le projet parental, je comprends pas. Le congé parental. Ouais, c'est quoi le congé parental? En gros, tu t'absentes de ton entreprise. Oui. Mais là, c'est pas 3 ans, là. Là, c'est 2 ans. Ah, c'est 2 ans. Alors qu'avant, c'est 3 ans.
Et c'est vrai que... revoir, donc remettre le projet parental à 3 ans. Très bien. Et qui c'est qui paye? C'est vous. C'est la collectivité. Quand votre enfant va à la crèche, ça coûte cher à la Non, mais je collectivité. parle pas de mon enfant, je parle c'est le chef d'entreprise qui paye le salaire. Il y a longtemps que son enfant ne va plus à la crèche, Tarek. Voilà. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Ah, c'est ça qu'il pense, lui. Tarek. Bonsoir. Combien ça va me coûter cette histoire? Bonsoir, qui est avec nous? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? C'est Mohamed. Mohamed, tu nous appelles d'où, Mohamed? Je m'appelle du Rincy. Du Rincy, très bien. Ta proposition, Mohamed, qui sera la dernière pour ce soir, avant le choix. Alors, ma proposition, ça serait de supprimer la taxe foncière. Ah, ouais, mais non. Quoi? Mais non. Attendez, laisse-le terminer. Vas-y. Supprimer la taxe foncière. Je vais vous dire pourquoi moi je la supprime, la taxe foncière. Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé un crédit toute ma vie. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai acheté au Rincy. Rincy, c'est une des villes les plus chères. Ouais, tu t'es fait rincer. Voilà, exactement, je me suis fait rincer, c'est ça. Donc suppression totale, hein. Ouais, 2500. Allez, allez, une petite diminution. Mais je comprends pas pourquoi j'ai payé un crédit toute ma vie. Je vais marquer diminution parce que ça me paraît un peu plus, jouable. Bah, une diminution, parce que 2500 euros tous les ans à donner, en réalité, je suis jamais propriétaire de mon bien, en vrai. Si, tu es propriétaire de ton bien, mais le seul truc, c'est que la taxe, faut savoir à quoi servent la taxe foncière et la taxe d'habitation. Ça sert à tous les équipements dans ta ville, parce que si on supprime la taxe foncière, indéniablement, c'est une augmentation des impôts qui sont reversés après directement aux collectivités territoriales pour faire fonctionner la on ville. voit le bordel que ça a fait avec la taxe d'habitation, d'ailleurs. On pourra trouver de l'argent ailleurs. Ouais, t'inquiète, voilà. Merci, en tout cas. Mohamed, la TVA, par exemple. Mohamed, il te propose une chose qui le concerne directement, et c'est ça qui est bien. Il faut écouter le peuple. Vous, c'est ce que vous avez plus l'habitude, vous les journalistes et les politiques. Vous n'écoutez plus le peuple. Vous êtes déconnectés de la réalité. C'est moi qui dis ça. Voilà, à vous deux là. Voilà. Merci beaucoup, mon Mohamed. Voilà. Bon. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'on voit le niveau de vie de vos auditoires, monsieur Fro. Parce qu'il y a un impôt qui est ultra injuste. Ces gens-là ne voteront pas ni pour Mme Pécresse, c'est dommage. ni pour M. Zemmour. Mais ils vont s'inscrire, il va y avoir un sursaut. Voilà. Moi, j'y crois au sursaut. Bon, allez. Non, ce que je veux dire, allez au boulot maintenant, les gars. Je peux en faire une, ma proposition? Non, vous n'avez pas le droit. Bah, attends, je vais appeler. Alors, je vous répète les 4 propositions qu'il y a sur la table et que vous allez devoir choisir pour aujourd'hui. Diminution de la TVA à 10%. Limiter les prises en charge au président après leur mandat. C'est la proposition de Nadia tout à l'heure. Restaurer le projet parental à 3 ans et diminution de la taxe foncière. Quelle proposition nous retenons pour ce vendredi? Tarek, Philippe, le choix est à vous. Je vous laisse 30 secondes de réflexion entre vous. Moi, je propose... C'est la TVA? Non, c'est compliqué. Là, écoutez comment il débatte. Non, c'est vrai, il y a 4 bonnes propositions. Non, mais parce que la TVA, c'est excellent ça. J'adore ce moment. Elle est lourde par rapport à ceux qui gagnent le moins. Oui, alors que la taxe foncière, écoutez les gauchos. La taxe foncière, c'est pour celui qui a pu acheter. Ouais, mais regarde, Italie, l'autre là, Mohamed, il travaille comme un fond pour se payer un petit bien. Et stop. Est-ce que vous avez fait votre choix, messieurs? Dur. Bah, TVA? Ouais, je pensais aussi au président, leur enlever leur avantage. Ça fait. Sachant qu'on pourra peut-être avoir des propositions qui nous ont été faites une prochaine fois. Qui reviennent. Bon, bah, TVA, vas-y, TVA. Donc on baisse la TVA à 10%. On baisse la TVA. Proposition aujourd'hui intégrée dans le programme LGF présidentiel 2022. Abaissement de la TVA à 10%. Là, on va faire des économies, les gars. Je vous le dis. Et l'avantage, c'est que 10% sur l'essence, c'est que ça permettra plus de faire varier l'essence comme on veut. 2 informations, cher Christophe. Allez-y, vous avez le temps. La première, donc le match Tunisie-Oman vient de se terminer. Et la victoire de la Tunisie, qualification pour les demi-finales. 2-1. Et la deuxième, nous avons un auditeur qui nous écoute donc à Fribourg. En Suisse. En Suisse, il s'appelle Mohsen Azaza. Mohsen, on salue Mohsen. Voilà, et qui vient nous envoyer apparemment des petits gâteaux. Ou des petits chocolats. Donc je l'ouvrirai tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Donc merci à Mohsen. Il l'ouvrira chez lui à la maison. En fait. Non, mais il partira pas chez moi. Il restera ici. Si vous avez le droit, vous êtes le patron. Non. Mais Mohsen, merci, quel que soit ce qu'il y a dans le cadeau. C'est l'intention qui compte, puisque vous envoyez ces cadeaux de fin d'année pour toute l'équipe de la radio. Merci encore, cher Mohsen. Vous avez fait le anti-explosif, on ne sait jamais.
Ça, c'est DHL qui a fait ça ce matin. Ah, d'accord, très bien. Ah oui. Très bien. Proposition d'aujourd'hui, et c'est très bien, on termine cette semaine avec 3 propositions, franchement, qui sont dans notre programme, que nous intégrons et que nous allons porter auprès des candidats. On va les pousser, on va les inciter à réfléchir, à écouter le peuple. Nous, on le fait tous les jours. Et on sera de retour demain pour le best-of à 18h et lundi à 16h en direct. Ciao tout le monde, bon week-end.